Bonjour, bienvenue amis auditeurs, merci de nous être fidèles, même pendant l'été, même pendant qu'il fait chaud et beau. Vous êtes bien à l'écoute du numéro 7 de MangaCast, votre podcast mensuel consacré au manga et à l'animation japonaise. Dans notre émission d'aujourd'hui, on revient sur l'édition 2013 du Festival Japan Expo, la 14e édition. Au programme, les stands, les animations, les annonces, les anecdotes, on vous dit tout dans ce numéro spécial. Pour animer cette émission, en plus de votre serviteur Kubo, se trouve autour de cette table formica beige Atras. Bonsoir à tous. Blackjack. Bonsoir à tous. Et Kobito. Bonsoir à tous. Alors je vous rappelle quand même que les gens n'écoutent pas forcément le soir, même si nous on enregistre le soir. Malgré tout, pour accompagner votre podcast, vous avez la page mangacast.fr/numéro 7 où vous trouverez les infos, les images, les liens et notamment moult photos sur l'événement. On enchaîne donc de suite avec le dossier qui nous intéresse sur Japan Expo 2013. Dossier sur Japan Expo 2013, on y était donc, on a fait ces 4 jours de folie, du jeudi au dimanche. Premier week-end du mois de juillet, comme chaque année, il y faisait chaud, il y faisait beau. Il n'a pas fait beau précédemment, mais alors à partir du début de l'événement, on a pu suer dès la première heure. Ça a eu donc lieu les 4, 5, 6 et 7 juillet 2013, comme de coutume au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte, à 30 km de Paris. Cette année, il y avait un peu plus de halls loués, puisque on peut en dénombrer 4, dont 2 pour l'exposition, 1 pour les scènes et un 4e pour une scène supplémentaire qui a été rajoutée, le hall 4. Cette année aussi, le festival communiquait pas mal sur la taille d'exposition, puisqu'on est passé à 125 000 mètres carrés. Ça vous inspire quelque chose, messieurs ? Oui, c'est énorme. C'est énorme, tout à fait. Bien. Toujours à la rubrique des chiffres, en se rappelant 2012 l'an passé, les chiffres officiels dénombraient plus de 219 000 visiteurs sur les 4 jours. En 2013, les chiffres officiels ne sont pas tombés. D'un commun accord entre nous, on a tendance à dire que on avait vu plus de monde cette année que l'année précédente. On évoque, nous, notre côté, peut-être éventuellement, alors c'est un chiffre à la noix, mais bon, on se dit que ça pourrait passer le cap souhaité par l'organisateur des 230 000 visiteurs, mais... Game One aurait annoncé 200 000 visiteurs. Ce qui, moi, ça me paraît très peu. Vu le dimanche où on avait du mal à circuler, contrairement au dimanche de 2012, voilà. Ouais, et puis le jeudi, c'était un bon samedi matin à Japan. Alors, c'est vrai que le jeudi de cette année ressemble au jeudi de l'année passée, c'est-à-dire saturé. C'est-à-dire ça ressemblait presque à un samedi. Je pense que le fait qu'il y ait une différence tarifaire entre chaque jour, parce que c'est ça aussi, il y a un package pour les 4 jours, mais après chaque jour est vendu à des prix différents, finalement selon l'affluence. C'est une des techniques, c'est pas pour se mettre plein d'argent dans les fouilles, c'est une des techniques pour essayer de répartir le monde maximum sur les jours. Ce qui n'empêche pas les gens de venir le samedi. Absolument. Non, mais les gens qui sont plus regardants au prix de l'entrée qu'au jour, donc qui peuvent se permettre de venir un jeudi et donc de pas forcément de venir le week-end, paieront moins cher en venant ce jour-là et en profitant autant. Ceux qui peuvent, quoi qu'il arrive pas, mais il faut limiter le nombre de personnes, sachant qu'à un moment donné, ce samedi-là, comme celui de l'année précédente, on arrive petit à petit à saturation en termes de personnes au mètre carré. C'est surtout que du coup, les ventes sur place, ça a été très limité. C'était en fonction des... En fonction de l'affluence. Il laissait rentrer, en fait, s'il y avait un certain nombre de gens qui partaient, ils en faisaient rentrer d'autres. Mais ça a été compliqué, je pense, pour ceux qui n'avaient pas acheté à l'avance de pouvoir rentrer. Ouais. Oui, et puis c'était une question de sécurité aussi. C'était pour ça. De toute façon, c'est évident, il y a une limite acceptable au mètre carré. Ils savent très bien que il y a des zones de saturation, on ne peut pas se permettre d'avoir des mouvements de foule et des risques d'accident, donc logiquement, le fait est, c'est qu'effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, on a eu une augmentation de la surface d'exposition et de la surface tout court d'ailleurs. On a gagné 10 000 mètres carrés, ce qui n'est pas rien. Bon, c'est vrai qu'après, noyé dans les quasi 230 000 mètres carrés, ça peut paraître rien, mais c'est toujours ça de gagner. Et effectivement, on parlait d'une augmentation des cubes à partir desquels sont composés et les stands et les allées. Oui. On est passé de 2,50 m à 3 mètres. Ouais. Ce qui est, en énervant sur les allées devait faciliter le passage, mais le samedi, c'était pas trop vu.
Il y a des endroits en fait où on circulait plus ou moins bien, il y en a d'autres, surtout la jonction Comic-Con Japan Expo qui reste toujours ça reste problématique, souvent ça bouchonne à cet endroit-là. Attention, c'est un peu le souci, c'est plus l'espace d'exposition en lui-même. Faut se rendre compte que si on voit un peu le parc des expositions dans son ensemble, c'est les deux seuls halls réellement bien reliés, donc avec une passerelle de taille correcte. S'ils devaient prendre l'ensemble des autres halls, c'est des entrefilets, c'est vraiment des couloirs, donc c'est minuscule. Ce serait minuscule, ce serait pas possible. Ça pose forcément des soucis. Il y a un hall qui se construit, il faudrait voir aussi ce qui va être fait justement comme jonction entre ces deux halls là. Ouais, mais bon, pas. Oui, parce que la petite particularité de cette année, c'est que l'entrée se faisait côté Comic-Con. Oui, mais côté Comic-Con en latéral. Oui. Parce que précédemment, c'était côté Comic-Con, mais à l'entrée normale du hall. Donc au-dessus des escalators qui amenaient directement donc sur les stands. Là, on est un peu dans l'entrée dérobée, on va dire. Oui, mais je pense que ça fait du bien à la Comic-Con. Ouais, c'est possible, ouais. Parce que on est obligé de la traverser dans son ensemble. Voilà. Maintenant, est-ce que le succès de Comic-Con n'est pas aussi dû à la maturité de cette partie de l'événement ? Il y a aussi cette question-là qui se pose. Parce que je suis pas sûr que ce soit forcément le moment d'entamer le débat là-dessus, mais moi j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de stands culture geek, de stands séries, de stands de vente, même de ce type de produits dans Comic-Con que précédemment. Moi j'ai l'impression que la 5e édition de Comic-Con, c'est celle de la maturité. Pour l'événement lui-même. C'est celle où il y a eu un peu plus de choses, c'est sûr. Ça m'a pas. Il y avait une scène aussi spécialement dédiée. Oui, non, mais il y a eu beaucoup plus de choses faites pour cette partie-là, ça s'est vu. Mais on a, de mon point de vue, là on va pas refaire le côté Comic-Con, mais il manquait des gros stands, je veux dire des majors. Ah bah c'est évident. Enfin, quand on invite un dessinateur avec un label, avec le label qui vend des livres en France. S'il n'a pas de stand, son logo apparaît sur l'affiche en tant qu'entreprise ayant participé à l'invitation de l'invité d'honneur du Comic-Con et qui n'ont même pas un mètre carré de stand. Je veux dire, ils n'ont même pas une table, ils sont pas là. Effectivement, ça pose quand même, quoi qu'il arrive, ça pose des questions. C'est quelque chose d'assez illogique dans l'idée. Maintenant, voilà, très clairement, bon, là, on a fait un peu une digression sur Comic-Con. On parle bien de Japan Expo Comic-Con et ça restera toujours une dépendance de Japan Expo, enfin tout au moins dans l'état actuel. Oui, c'est pas une entité, ça fait partie d'eux. Ouais, c'est peut-être la seule solution qu'ils aient trouvée pour agrandir le festival en tant que tel. Ils étaient arrivés à saturation en termes d'idées. Voilà, il n'y a pas non plus assez d'exposants pour louer de hall pour Japan Expo même. Non, c'était pour faire une extension. Tout à fait, ils avaient besoin d'une extension, mais c'est logique, il y a toujours besoin de grossir à un moment donné. On peut pas, c'est difficile de rester toujours. Oui, il faut varier les plaisirs. Voilà, puis c'est pas forcément une mauvaise idée pour tout le monde. Ça a aussi permis de créer un espace jeu vidéo un peu plus conséquent, qui cette année était quand même assez joli, notamment du côté de Nintendo. Tout à fait. Donc on le disait, surface d'exposition plus large. Ça ne veut pas dire forcément plus d'exposants, mais par contre, effectivement, comme Atras le disait, on est passé d'a priori de cubes de 2,5 mètres sur 2,5 à 3 x 3 mètres, ce qui permet effectivement des gains assez importants pour la circulation et même pour les stands, puisque ça permet d'avoir des stands un peu plus grands. Bon, après, on va pas entrer dans le coût de ces mêmes stands. Pour un stand à Japan Expo de 9 mètres carrés, c'est 2800 €. Hors taxe. 9 mètres carrés, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme, non. C'est l'équivalent de tables, côte à côte. À peu près. Et là, quand tu dis ça, c'est les tarifs de cette année, guide de cette année ou de cette année, oui. En même temps, c'est 200 000 visiteurs. Donc, on l'a un peu dit, nous, l'impression qu'on a eue, c'était qu'il y avait plus de monde cette année que les années précédentes. Au moins autant de monde. Difficile d'imaginer une régression. Moins d'invités, c'est évident. C'est pas l'année la plus faste en termes d'invités japonais. Mais bon, pas mal de stands, des stands qui devaient peut-être même pas être là, qui ont été là. Et voilà, toujours autant d'effervescence, toujours autant de monde et d'intérêt pour le genre, et toujours autant de cosplayers dans le RER. Ah oui, ça de la présence, oui, on voit que les gens sont toujours aussi fervents de cette manifestation. Il y a pas de problème, c'est l'incontournable. C'est le rendez-vous de l'année. Je pense que c'est the main event. Voilà, c'est l'événement principal en Europe et c'est un des événements principaux dans le monde. Mais je pense que c'est incontestable. Il n'y a vraiment rien qui à l'heure actuelle,
peut vraiment le supplanter. Je vois même pas comment. Enfin, ça me semble compliqué. Même les Japonais sont impressionnés par l'événement lui-même. Ouais, c'est assez étrange d'ailleurs de voir que, puisqu'on en parle, de voir que finalement, on entend plus de gens se plaindre de la taille, de l'inhumanité entre guillemets de Japan Expo, du fait que ce soit hyper commercial, etc., etc. C'est souvent les Français qui se plaignent de ça. Et après, quand on discute avec les étrangers, alors autant que ce soit des Japonais ou avec des Anglais ou des Américains, qui n'ont pas du tout ce type d'événement, et notamment des anglophones qui peuvent travailler au Japon, de tout ce qu'ils ont pu voir de par le monde, c'est ce qui se rapproche largement le plus de ce qui se fait au Japon. C'est-à-dire que très clairement, il n'y a pas d'autre événement dans le monde qui est aussi proche d'une production japonaise que Japan Expo. D'ailleurs, je sais pas, vous avez dû le voir aussi, il y avait un stand un tour opérateur japonais qui proposait effectivement pour les étrangers de faire des tours au Japon, et il proposait aussi pour les Japonais les tours des différentes Japan Expo qui existent. Donc c'est une preuve qu'il y a effectivement un engouement de la part des Japonais. C'est vrai qu'il y avait énormément de Japonais qui étaient là pour Japan Expo. J'ai l'impression que chaque année, en fait, il y a de plus en plus de Japonais qui viennent. Alors je sais pas je pense qu'ils viennent par des tours aussi, et je pense qu'il y en a qui sont invités plus ou moins par leur boîte. Oui, par leur boîte, ouais. Mais j'ai trouvé qu'il y en avait de toute façon, plus. Les Japonais, l'événement en dehors du Japon qui correspond à la culture moderne japonaise, c'est Japan Expo. C'est Japan Expo. La plupart de ce que font les Américains sont très très centrés Amérique, sont tout à fait dans leur logique de conception. En Angleterre, il n'y a pas grand-chose. En Espagne, c'est petit aussi. Le plus gros événement, mais pour l'Europe entière, c'est Japan Expo. C'est de très très loin. Après, on va pas prendre tous les Japan Expo, puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes considérations au niveau de l'édition Belgium ou celle de l'édition Sud. Ouais. Mais voilà, le Japan Expo, celui de juillet, c'est ce qui se rapproche le plus. J'avais l'occasion de discuter justement avec un responsable de marque japonaise qui disait qu'effectivement, eux, ils sont impressionnés par le monde et même par l'organisation en tant que telle, qui correspond vraiment à ce qu'on peut trouver au Japon. Alors, retranscrit quand même dans notre culture, ça va sans dire, mais quoi qu'il arrive, s'il y a un endroit dans le monde où on peut avoir un événement qui semble le plus proche, c'est bien celui-là. Donc ça reste assez paradoxal de voir que chez nous c'est toujours décrié, qu'on préfère les petites kermesses. C'est normal, c'est la France. Ouais. Non, c'est étrange parce que finalement, effectivement, ça reste dans la globalité un espèce de supermarché à ciel ouvert. Mais mais bon. En même temps, certains lui reprochent ça, mais si on veut faire d'autres choses, il y a des conférences, il y a aussi des expositions, il y a aussi si les exposants prennent des stands, c'est qu'il y a une demande. Ben bien sûr, il y a pas de mystère, hein. C'est comme quand on a l'occasion d'y revenir, mais quand on décrit les vendeurs de sabres, cette année ils étaient plus nombreux que jamais. Ouais. D'ailleurs, c'est souvent la même enseigne qui multiplie les stands, mais c'est parce qu'il y a une demande. Quand il y a une demande, il y a une offre, hein. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Vu le nombre de gens qui sont repartis avec des sabres, je pense que... moi, quand je vois que j'ai réussi à dénombrer de la même enseigne 3 stands différents à 3 endroits différents. Oui. Donc il y en a peut-être plus. Donc bon, c'est quand même pas rien. On va terminer un peu, puisqu'on aura l'occasion de reparler des stands. Dans la seconde partie de ce dossier, on va un peu parler des invités. Alors, c'était pas la fête du slip cette année. On a eu des éditions qui étaient juste hallucinantes en termes d'invités. Japan Expo, on se souvient d'éditions où on avait au même moment les Clamps, Takeshi Obata et d'autres. De même, quand il y a eu l'auteur de City Hunter, Tsukasa Ojo, il y avait encore beaucoup d'autres invités. C'était limite trop peut-être. Je crois que même en même temps qu'Ojo, il me semble qu'il y avait Mishima aussi qui était là. Auteur de Fairy Tail, je crois. Il y avait beaucoup de gens, je me souviens à chaque fois. Et voilà. C'est la première édition où on a un gros invité manga, un gros invité animé, et pas plus. Alors que je sais qu'il y a une année où on avait au moins 2 gros invités manga, il était quand même compliqué de dire qui était le guest d'honneur entre les deux, quoi. C'est toujours sympathique. Bon, en même temps, on revient à des proportions un peu plus naturelles. À un moment donné, Japan Expo a invité un peu tout ce qui pouvait être invité. Mais le problème, c'est qu'on commence peut-être à faire le tour aussi. C'est que je dirais que la source commence un peu à se tarir maintenant. Parce que Oda, c'est même ils vont jamais le laisser sortir, donc on l'aura jamais. Après, il y a des auteurs, Oda, Toriyama, oui, d'accord, mais comment? Toriyama, je pense qu'il ne veut pas venir. Je pense aussi. Mais... Je pense qu'ils aimeraient beaucoup, je pense qu'ils ont déjà essayé. Je pense qu'ils ont dû essayer. Et Toriyama, il a tout fait pour sortir un peu du marché du manga et être un peu tranquille. Voilà. Donc là, je pense que c'est mort. Oda, à mon avis, c'est surtout mais je vous rappelle que Toriyama est venu en France.
Il a été invité par AB Productions lors de Planète Manga. Pour Planète Manga, ouais. Bon, personne ne l'a vu. Non, parce qu'il était au Japon, je pense. Non, il était dans les coulisses. Il était dans les coulisses, absolument. Il signait pour les gens de chez AB Productions. C'est ça. Uniquement. Il est venu que pour eux. Voilà. Ouais, non, c'est bon mytho, mais bon, bref. C'est beau de rêver. C'était Planète Manga, si vous avez l'occasion de chercher, de trouver dans les années 90, et c'était un beau salon sur Espace Champéret. Magnifique. Formidable. Extraordinaire. À jamais dans mon cœur. Non, mais il y avait un autre truc aussi sur les invités, c'est que, comme disait tout à l'heure Blackjack, c'est au bout d'un moment, on peut pas avoir que des tops. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que les autres soient moins intéressants, c'est qu'on peut pas non plus avoir des gens qui... ils sont plus proches de la mort que de la vie, ceux qu'on a actuellement. Oh, c'est dégueulasse. Non, mais le problème, c'est qu'il a un peu raison. Voilà. Il faudrait un peu renouveler le cheptel. Il faudrait pas essayer de faire venir des gens qui sont de la génération d'aujourd'hui. Ouais, mais ça reste compliqué. Tu sais comment fonctionne le marché japonais. Un mangaka à succès bougera pas de sa planche à dessin, même pendant l'été. Je veux dire, s'il a 2 semaines de vacances dans l'année, c'est le Pérou. Et honnêtement, s'il a que 2 semaines, il va pas venir ici. Enfin, faut être honnête, faut qu'il se repose, le pauvre. Non, mais justement, tu te rends compte que tous ceux qui viennent sont des retraités. Bah oui, non, mais c'est une évidence. Mais ou alors quand on avait eu Takeshi Obata, c'était exceptionnel. Oui. Parce que Takeshi Obata, il était en pleine. Alors, il était pas en pleine bourre parce que de souvenir, il avait terminé un titre. Mais il aurait pu parce qu'il avait pas lancé Bakuman à ce moment-là, il venait de terminer Death Note. Il avait terminé Death Note, puis Ral Grado, il venait de terminer Ral Grado qui s'était arrêté, qui avait été coupé net pendant la parution. Voilà, donc mais la plupart des auteurs comme ça, notamment de ce calibre-là, en général, le Tanto leur dit tu bosses tout de suite. Là, il avait pu venir, mais c'est exceptionnel. Clamp, on a vu de la chance. Il aurait pas été là, c'était un peu pareil. Ça fait un moment qu'elle travaille plus des masses. Mais il est venu, Mishima. C'est faisable. Oui, mais Mishima, le problème, c'est qu'il a été un peu noyé par Ojo, en fait. Oui, mais c'est possible. À la limite, on pourrait le réinviter en guest. Parce que, mine de rien, depuis, c'est vrai que Fairy Tail a pris de l'ampleur. Parce que là, c'était il y a 2 ans, je crois, Ojo. Oui, ça doit être ça. C'était il y a 2 ans. Je ne sais plus exactement de la période. Je crois que c'était il y a 2 ans. Donc là, il y a moyen de le réinviter en le mettant un peu plus en avant. En même temps, puisqu'on parlait, on l'a évoqué tout à l'heure, le gros guest qui pourra être invité à Japan Expo, c'est Oda. Oui, mais moi, ça me semble compliqué que la du Japon. En même temps, voilà, on sait aussi que dernièrement, le pauvre... il a eu quelques problèmes de santé. Il a eu un gros coup de mou. Il y a eu un mois d'interruption de parution dans le Jump. Peut-être aussi que le monsieur va se dire, comme certains auteurs, notamment Naoki Urasawa, dont on parlait dans le dossier du mois dernier, qui à un moment donné a vu que son corps arrivait un peu à saturation en termes de travail, de s'octroyer un peu plus de périodes de repos. Et venir en France, pour les Japonais, ça en fait partie. Ouais, enfin, Japan Expo en termes de repos. Il y a mieux concept. Attendez, je veux dire, on n'apprend rien quand on sait qu'être un invité de Japan Expo, il fait effectivement les 4 jours du festival et en même temps, on ne lui fait pas faire de l'intensif. Il fait 2 à 3 séances de dédicaces à tirage au sort. Il fait aujourd'hui, il n'y a plus réellement d'interviews en direct, média par média, c'est 3-4 tables rondes. Par contre, le reste du temps, il est logé, donc évidemment le transport en business en avion est payé. Pour lui, son tanto, voire 1 ou 2 accompagnateurs supplémentaires. Il a l'hôtel 4 étoiles, il mange aux frais de la princesse. Il sait à l'avance, il a déjà demandé ce qu'il voulait faire comme circuit en France. Il fait un circuit parisien, il fait un circuit ailleurs dans le reste de la France pour voir ce qu'il veut voir. Bon, ils sont pas mal traités quand même, faut être honnête. Non, c'est sûr. Donc je pense aussi que pour eux, à côté des conditions qu'ils peuvent avoir au Japon, c'est pas forcément inintéressant, sachant que les Japonais, globalement, alors après évidemment on pourrait tomber sur l'exception du type qui n'a rien à foutre de la France, mais globalement ils sont toujours, ils ont envie de venir en France, comme la plupart d'ailleurs des touristes mondiaux. Donc heureusement qu'ils savent pas exactement comment ils peuvent être reçus, mais globalement pour eux ça reste un rêve. Voilà, donc tant qu'on est capable de faire les choses bien pour bien les accueillir, ils sont contents et ils reviennent. En l'occurrence, ça pourrait être une bonne occasion de lui faire des vacances à Monsieur Oda. Oui, ça lui fera des vacances à lui. Et puis, par contre, on va devoir boucler un peu la France s'il vient en France. Là, je pense on va fermer les frontières. Là, Japan Expo est sûr de péter les scores en termes je pense que là, ils vont exploser tout, c'est clair. Parce que même les gens qui n'auront pas de dédicace voudront voir à quoi il ressemble. Là, le problème, c'est qu'il faudra un hall pour lui. Ça va être un peu ça. Une table et un hall.
une petite table. Monsieur Oda, vous allez vous reposer. Ah bon, tout ça, c'est des gens pour les dédicaces. J'ai le numéro 1260. Tu fais un trait. Tu fais un trait pour tout le monde. Et vous avez 20 minutes hein, pour les 500 000 personnes. Comment tu sais, t'as un ticket comme à la poissonnerie. Oui, numéro 1260. Ça va, j'ai de la chance. Donc voilà, bon, on a parlé d'invités potentiels, d'invités qui ont été présents lors des dernières éditions. Évidemment, on n'a pas encore parlé des invités de cette édition-là, puisque l'invité d'honneur manga, cette année, c'était Tetsuo Hara, donc, qui est l'auteur de Okuto no Ken. Voilà, le mangaka de Okuto no Ken, entre autres. Bon, c'est son plus gros titre de très loin, où il a été le dessinateur, le scénariste étant Buranson. Il a aussi fait Cyber Blue. Ouais, bon, mais c'est pour ça que je disais que... je te donne une autre référence, pleure pas. Oui, non, mais je ne pleure pas. Et Keiji. Keiji, et puis il me semble un spin-off aussi de Ken qui était sorti chez Panini, absolument. C'est Fist of the Blue Sky. Fist of the Blue Sky, ouais. Absolument, c'est vrai. Qui ne doit plus être disponible d'ailleurs, mais c'est pas grave. Tout était dispo à Japan cette année. Ils ont vu la lumière. Non, on va pas commencer. J'ai rien dit. Donc, mais avant Japan, c'était pas dispo. Là, vous avez un problème, les gars. Non. Tetsuo Hara, donc l'invité d'honneur manga. Et puisque c'est le coutume maintenant, on a des invités d'honneur par thématique. On avait un invité d'honneur animé qui était Choji Kawamori, donc qui est méca designer et réalisateur, notamment de différentes itérations de Macross et d'Escaflowne. T'as vu, hein. Non, mais lui, il avait envie de le dire. On aurait pu le fâcher, on aurait pu dire Robotech. Fallait me le dire. Fallait me le dire à l'avance si tu voulais même citer le nom du personnage. Non mais vas-y, hein, fais-toi plaisir. Choji Kawamori. Macross. Voilà. C'est ça, là. L'homme qui, avant de dormir, caresse sa Valkyrie. Tu es bonne, tu es dur. J'en suis pas à ce point-là quand même. Ah bon Mais non, faut arrêter. Et t'as vu pas... Tu m'expliques pourquoi elle a une odeur bizarre d'ailleurs ta Valkyrie? Ma Valkyrie n'a pas d'odeur bizarre. Mon YF19 va très bien. YF19 va très bien. Je ne lui ai rien fait de bizarre. Non. Quand je lui ai replié les ailes. Bien. Alors ça c'est fait. Voilà. Il y avait moultes invités quand même, différents et variés, notamment sur la thématique jeux vidéo, mais bon, c'est pas exactement notre thématique à nous. En invité d'honneur musique, on avait le groupe des Cute. Moi je suis pas un expert du domaine, hein. J'avoue que la pop acidulée c'est pas mon délire. Elles étaient très jolies. Oui, bah ça elles sont souvent très jolies. Elles sont très jolies. Souvent. C'est d'ailleurs leur premier argument commercial. Hein. Par contre, j'ai rien entendu. Parce qu'elles en ont un autre. Non. Enfin, si. Leur chanson accessoirement. Non, mais je pense qu'il y en a qui aiment beaucoup. C'est pour ça qu'il faut pas. Ça, voilà, hein. Mais voilà. Après, on a eu les invités extérieurs. Voilà, c'est. Mais pourquoi ils sont là? Et on sait même pas si c'était prévu d'ailleurs. Il y a d'autres invités extérieurs avant ça. Il y a eu Keito Kume. Oui. Qu'on a eu l'occasion de rencontrer, qui a été invité par Ototo, donc qui était quand même officiellement dans les invités de Japan Expo. Sauf que c'était pas Japan Expo directement qui invitait, c'était vraiment Ototo, donc l'auteur de Spice and Wolf. On aura l'occasion tout à l'heure en troisième partie, avant la troisième partie, de vous diffuser l'entretien qu'on a eu avec lui, le court entretien. Après, il y avait effectivement, là vous en parlez parce que je savais exactement de quoi vous allez parler. Il y avait l'invité mystère, l'invité que personne ne savait qu'il était là. Non, d'ailleurs, ça a été annoncé à l'arrache. Voilà, la dédicace aussi. Hein, c'était formidable. En l'occurrence, c'était Yude Tamago. Yude Tamago qui est un duo. Donc comme ça se faisait dans les années 80, un scénariste et un dessinateur qui sont sous le même pseudo et donc qui ont effectivement réalisé le manga Kinnikuman, alias Muscleman chez nous. Qui était présent, qui a fait finalement des interviews, mais un peu à la dernière minute. C'est-à-dire que voilà, tu recevais des emails d'interviews à la dernière minute. Voulez-vous faire une interview avec Yude Tamago? Mais oui, mais pourquoi maintenant? En fait, c'est dans 2 heures. Voilà, ça va pas être possible, messieurs. Et donc, il a fait effectivement une séance de dédicace impromptue avec une pauvre personne qui était déguisée en Kinnikuman, qui a dû avoir un peu chaud. Qui était juste morte de chaleur, mais en tout cas, pour avoir été à côté de la file
pour les dédicaces qui se faisaient sans ticket. Hein, sans ticket, oui. C'était on y allait. Et puis à un moment, ils arrêtaient juste quand ils avaient décidé, hop, il y a cette personne, ou au bout de tant de temps, ils arrêtaient. Ouais. Mais et bon, il a fait des dédicaces dessinées. Oui, voilà. Donc c'était pas. Et puis il était très sympa. Il était très sympa, ouais. Il y avait quoi, moins d'une centaine de personnes, mais ouais, je pense. Oui, vous 80, 90, je pense. Non, je crois qu'ils ont arrêté à 70, de souvenir. 70, ouais. Mais en même temps, voilà, c'était pas un truc qui était prévu. Non, ça a été c'est pas mal, 70. Voilà. Ouais. Donc de toute façon, en même temps, faut être honnête, avec Kinnikuman. En France, c'est quand même underground. C'est marginal. Si c'est pas marginal au Japon, c'est marginal chez nous. Donc bon, voilà, même si c'est un très grand auteur des années 80. De façon très très claire. Voilà, ça fait plaisir à quelques anciens de chez nous qui sont des années 60, qui étaient très contents de pouvoir. Non, 70. Je sais pas de qui il parle. Moi, j'étais pas content, j'étais pas là. Ah oui, lui il était triste. Ah bah je suis désolé, je ne pouvais faire la queue que pour la dédicace d'une personne. Je ne pouvais pas faire plus. Mais t'en as pas eu, toi? Mais non, je l'ai fait pour lui, il s'en fout. J'ai fait pour Atras. Ah oui, parce que moi j'étais la dédicace Warlord Fekiun. Tu te rends compte que j'ai fait la queue pour une dédicace, moi. J'ai jamais fait une dédicace j'ai jamais fait la queue pour avoir une dédicace pour moi, je l'ai fait pour lui. Vous êtes vraiment super proches, les mecs. Non, pour une fois que c'est pas moi. Non, mais tu sais, j'avais peur qu'il m'arrive la même chose qu'à Blackjack, donc. Ah, il m'arrive rien, moi. D'avoir un ami. C'est-à-dire que le plus dur est derrière moi, je crois que je préfère être tout seul. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir d'où vient cette référence, Cobb a publié une magnifique photo à l'occasion de l'anniversaire de nos compères Atras et Blackjack que vous pourrez retrouver sur le Facebook de MangaCast, facebook.com/MangaCast. Essaie de la supprimer cette photo. Hein. Non, c'est en négation. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des invités. Bon, le fait est, c'est que le système de dédicace est toujours le même qu'habituellement. C'est un tirage au sort. Au point dédicace, c'est-à-dire qu'on vient avec son entrée, on présente, on peut tirer, on a le droit d'un tirage au sort, on obtient pas. Oui, mais il y a quand même un petit changement cette année. Hein. Oui. Vu que du coup, tu étais pris ce coup-ci, tu gagnais tirage au sort, tu étais pris en photo et c'était imprimé sur ton billet de dédicace. Ah, ça c'est pas mal. Ah non, c'est comme ça, la revente de billets de dédicace cette année, c'était mort. Ouais, ça prouve quand même une chose, c'est qu'il y avait vraiment un vrai marché parallèle et qu'il est quand même de bon ton d'y avoir mis fin. Je pense que c'est pas plus mal. Surtout pour ceux qui voulaient vraiment des dédicaces et qui se faisaient griller par des spéculateurs. Je pense que c'est pas plus mal. C'est dommage d'en arriver là. Mais bon, s'il faut en passer par là, autant le faire, quoi. En même temps, c'est pas contraignant pour la personne qui gagne sa dédicace. Donc... Non, qui veut y aller, c'est pas contraignant. C'est juste pour le spéculos qui voulait revendre le truc. Voilà, c'est un peu dommage. Ok. Voilà, on a terminé cette première partie. On va passer à la première interview qu'on a sur les deux. L'interview de Shitake, qui est l'illustratrice qui travaille pour Nobi, qui a fait plusieurs ouvrages avec une auteure française, une scénariste française, de magnifiques illustrations. Voilà, donc on a eu l'occasion de l'interviewer. Ses albums sont disponibles chez Nobi. Vous aurez l'occasion d'avoir le lien direct vers son site et vers ses ouvrages sur la page de l'émission mangacast.fr/numéro 7. On se retrouve donc après l'interview. Bonjour, merci d'avoir accepté notre interview pour MangaCast. Mademoiselle Shitake, on a une première question, c'est comment êtes-vous finalement devenue illustratrice? Pourquoi avez-vous choisi ce métier plutôt qu'un autre? はい、初めは20歳の時に仕事というよりは趣味ですね、個人活動ですね。コミックイベントが日本にはあって、それで自分の描いたイラストをコミックイベントで発表を始めました。で5年ぐらい経ってフランスのジャパンエキスポで私は21歳の頃から日本の方にグッズをジャパンエキスポで売ってもらってたんですけど24歳5歳ぐらいの時に初めて自分で参加しました。その時に出版社ののびのびさんがスカウトしてくださってでフランスで絵本デビューをしました。 Donc, elle a commencé par passion au départ à l'âge de 18 ans. Elle allait dans différents événements comiques au Japon, enfin comme Japan Expo en fait. Comme le Comiquette. Exactement, Comiquette, où elle achetait elle-même des arts en tant que fan, etc. Et à partir de 21 ans, elle a entendu parler de la Japan Expo
Et elle a demandé à un stand en fait, qui vendait des fanzines en tant qu'illustratrice de voir si elle ne pouvait pas vendre ses propres produits à travers ce stand. Donc c'était à la Japan Expo d'il y a 5 ans, certainement en 2010 ou 2009 je pense. Et à partir de là, quand elle est rentrée à la Japan Expo dans cet événement-là, Nobinobi est venue pour faire du scouting, pour la démarcher. Et le travail a commencé avec elle en France, avec Nobinobi à ce moment-là. D'accord. Donc elle est devenue vraiment illustratrice professionnelle à partir avec Nobinobi. Avec Nobinobi. D'accord. Comment se passe votre collaboration avec un auteur français qui fait les histoires des albums que vous publiez chez Nobinobi? はい、アリスさんとのコラボレーションはとてもいいと思います。私は物語の挿絵を描くよりも一枚の絵を描く方のが得意です。天使や妖精の。でアリスさんも彼女も詩を描くのがとても大好きだと言ってました。で妖精のシリーズは特にその2つがうまくコラボレーションしたと思います。Elle me dit en fait elle n'est pas tellement douée, elle est vraiment illustratrice donc elle n'est pas douée pour écrire des textes, des histoires. Donc c'était une collaboration vraiment d'une très bonne qualité, parfaite, du fait qu'elle pouvait elle dessiner et Alice au contraire elle aimait faire tout ce qui était de la poésie. Elle aimait beaucoup écrire de la poésie donc en fait c'était complémentaire, c'est ce qu'elle a essayé de me dire. D'accord. Comment se passe la collaboration, comment se passent les contacts avec Alice? Alice さんとは絵本を描いている時は一度も会ったことがありません。連絡もなかった。で出来上がってジャパンエキスポで初めて1年前にアリスさんと出会いました。Elle me dit en fait pendant la création du livre avec Nobinobi, elle n'a jamais rencontré Alice. Tout s'est fait par email et en fait elle l'a rencontré pour la première fois lors de la séance de dédicace chez Nobinobi il y a 1 an. Donc c'était vraiment par correspondance. D'accord. Et comment sans contact physique comme ça, sans contact direct, comment se passe finalement l'influence qu'on peut avoir, ressentir l'histoire pour une illustratrice? かぐや姫の時は絵を先に私が描いてでその絵をイメージしてアリスさんが文章を書きました。妖精の時はイラストは全部私がオリジナルで描いた絵です。でそれを私はのびのびさんに提供していてでアリスさんはそれぞれの絵に合わせた詩を書きました。で私はもう詩を想像する才能は全くないのでもうアリスさんの思うように自由に書いてもらえたらいいなと思いました。出来上がったのはもう想像以上に素晴らしいものができたので私もとても満足です。Elle a commencé avec les dessins en fait. La collaboration, c'est d'abord elle qui dessinait et c'est ensuite Alice qui faisait les textes. Pour Kaguya, c'est des dessins originaux. Donc, alors qu'à la différence, elle m'a dit par rapport à Yosei, c'est des dessins qui existaient par rapport à ses premiers livres, ses premiers artbooks. Ce qu'elle souhaitait elle, c'était que Alice soit le plus libre possible. Donc à partir de la liberté et tout ça, elle était vraiment très satisfaite du travail fourni. Elle a eu une traduction aussi et elle était vraiment très satisfaite. Mais à la base, ça part du dessin. D'accord, donc en fait les histoires des livres partent d'abord des dessins de Mademoiselle Shiitake et c'est là-dessus que la scénariste va créer son histoire, va la développer. Voilà. D'accord. Donc en l'occurrence, elle a une liberté totale de création des personnages. Il n'y a pas de thème imposé. かぐや姫を描くときには初めは私は日本の物語自分の国の物語だったので着物の色とかとても日本人が見たときに自然に思える色を目指しました。赤と黄色と黄緑色でものびのびさんにそれを見せるとしいたけさんの自由な青とピンクと紫色パープルで色を使ってくださいという指示をいただきました。私としてもそちらの色の方が描きやすかったのでとても助かりました。Alors en fait, Kaguya, quand on parle de Kaguya, par exemple par rapport à l'histoire, c'est un conte très célèbre au Japon, donc elle connaissait l'histoire. Par contre, il y avait l'histoire originale, il y avait des codes de couleurs. Donc il y avait par exemple, elle me disait, il y avait déjà la nature qui était très présente, et après les codes de couleurs, c'était plutôt le vert et le jaune. Et Nobinobi lui a demandé en fait, lui a donné des instructions très précises au niveau des couleurs, il voulait quelque chose dans un rose pâle et violet. Donc elle était, entre guillemets, elle était sauvée, parce que c'est des couleurs qu'elle aime beaucoup utiliser dans ses propres illustrations, donc ça lui convenait parfaitement, donc ça a pu être une collaboration très souple. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé à être édité par Nobinobi. Vous n'avez jamais rien sorti au Japon en illustration professionnelle?
出版社では本は発行したことがありません。すべて自分の個人活動で自費出版をしています。はい、ただ日本ではお菓子のパッケージイラストとかお酒のパッケージでイベントのポスターなどの絵を手掛けています。Au Japon, on n'a jamais sorti d'histoire, de livres illustrés en histoire à proprement parler. Elle a ses propres collections de hardbooks. Par contre, elle a des travaux en freelance, c'est-à-dire en dehors, où là, c'était des packaging, par exemple, de saké, avec bouteilles, etc. Le packaging et la bouteille. Il y avait aussi des livres, enfin des packaging de gâteaux. Et enfin, des posters pour des événements. D'accord. D'accord, pas d'histoire, mais des illustrations en freelance. En 2011, vous avez évoqué dans un de vos artbooks votre intérêt pour les pâtisseries. Avez-vous eu envie de développer une histoire autour de la nourriture et de la gastronomie en général? はい、私はストーリーを考えるのは苦手なので1枚の絵で例えばショートケーキの女の子とかモンブランの女の子みたいな1枚の絵で表現するのはシリーズを描いていきたいと思います。2011年もお菓子の絵をモチーフにしたイラスト集を自分で出しました。Elle me dit vraiment, elle a des difficultés à créer des histoires. Vraiment, elle reste illustratrice. Donc elle reste sur le thème de la pâtisserie, mais uniquement en dessin. D'accord. Pour terminer, comment trouvez-vous le public français de Japan Expo? はい、とても皆さん優しくて日本と違うのはいろいろな外見ですね人たちが来てくれる。でもみんな心がとても優しいしでもう何年も毎年来てくださる常連のお客さんもいらっしゃるしあと男性も女性も大人の人から子供の人までいろいろな人が来てくれるのはとても嬉しいです。Elle me dit par rapport au public de la Japan Expo qu'elle est enchantée à chaque fois de venir ici parce que tout le monde est gentil. Et les différences par rapport au Japon, chaque année elle vient ici, elle touche tout public. Elle touche les jeunes adultes, les jeunes enfants, les personnes âgées. Et elle a aussi des clients qui l'attendent chaque année. Donc c'est vraiment un événement spécial alors qu'au Japon elle n'est pas spécialement attendue. Mais venir à la Japan Expo chaque année, c'est une joie. Et un petit mot pour la fin, destination de vos fans français? はい、私は、天使や妖精のイラストを描いてます。で日本にいる時よりもフランスにいる時の方がとてもイメージが湧きますお寺や神社よりも教会のいろいろな細かい装飾を見ると胸がワクワクします。毎年ジャパンエキスポに参加するために私はフランスに来ているのでよかったらぜひ私の絵を見に来てください。よろしくお願いします。Elle est très excitée en fait quand elle vient en France. En fait, ce qu'elle voudrait enseigner aux fans, c'est qu'elle vient à chaque fois pour de nouvelles destinations en France. Quand elle vient pour Nobi Nobi, elle visite de nouveaux endroits. Par exemple, elle m'avait parlé d'une église. On est parti à Orléans récemment. Des endroits très détaillés souvent, avec beaucoup de décors. Et elle espère faire de nouvelles illustrations. À chaque fois, elle est très excitée de voir de nouvelles choses pour pouvoir les produire en illustration. Et donc, elle demande à ses fans de regarder ses dessins, s'il vous plaît. Venez la voir. Merci beaucoup. Merci Mademoiselle Shitake de nous avoir accordé cette interview et on vous souhaite plein de réussite et beaucoup de nouveaux albums chez Nobi Nobi. 私もぜひこれからも新しい作品を作りますのでよろしくお願いします。 Elle va faire de son mieux pour faire la suite. Merci beaucoup. Voilà, après cette interview de Shitake chez Nobi Nobi, dont vous pourrez retrouver les albums et les liens sur la fiche du podcast, on va s'atteler à la deuxième partie la plus conséquente de notre dossier Japan Expo. On va faire un peu un tour des stands. Des stands d'éditeurs, des stands de vente, des stands de diffusion, des stands plus ou moins corrects, des stands qui nous ont plu ou qui nous ont déplu. On va commencer un peu avec un petit tour d'horizon des éditeurs et on va commencer avec le stand de Déclic Collection. Déclic Collection, pour rappel, c'est une collection de vente de coffrets DVD de différents éditeurs. Par système d'abonnement et effectivement en convention ils sont là et ils vendent leurs coffrets directement par 1, 2 ou des packs de 3. Voilà. Déclic Collection c'est aussi depuis peu un label manga qui plaît beaucoup à Cobb. D'ailleurs c'est pas vraiment Déclic c'est si c'est le même groupe. Ils ont racheté le groupe, oui voilà, mais c'est pas sous le label Déclic. Non mais ils ont racheté le label. D'ailleurs c'est tout le même système, ça se passe au même endroit.
Alors en l'occurrence, Déclic, c'était leur stand habituel de vente de coffrets DVD. Si on monte un peu en arrière, 2-3 ans, ils vendaient aussi les coffrets à 5 €, les coffrets version française de toutes les séries de notre enfance. Aujourd'hui, ils ont un peu arrêté la vente sur salon de ces coffrets-là qui devaient pas rapporter grand-chose. On les trouve encore en boutique, mais pas forcément sur le stand. Là, on trouve les stands dits collector, les coffrets gold. Donc de tout ce qu'on peut trouver. Donc de souvenirs, c'est des coffrets à 14,95. 14,95, ouais. C'est ça. Ils ont été 39,95 les 3. Les 3, ouais. C'est ça. Voilà. Cette année, on avait la vente des coffrets de la collection Ruby. Donc c'est le même principe appliqué au Blu-ray. Voilà. Et c'est un peu plus cher. Ouais, c'est un peu plus cher. C'est combien ? 29,95. Oui. Il n'y en avait pas moins cher, parce que je crois que le Fractal était moins cher. Ouais, je crois que c'était un peu moins cher le Fractal. C'est quoi, 24 ? 24,95, je crois. Ouais. Et on trouvait donc sur le stand, un peu caché. D'ailleurs, Cobb s'est battu pour trouver cet endroit caché, secret, que seuls les initiés pouvaient atteindre. Oui, mais ceux qui avaient le mot de passe, la foi, l'amour dans le yaoi. Seuls eux pouvaient y arriver. Oui. Et il y est arrivé après une quête difficile contre vents et marées. C'est ça qui est génial, c'est que je l'ai jamais trouvé le stand. Enfin, si, t'as acheté les mangas ? C'est pas moi. Ah. Non, c'est mes deux agents là. Ah, c'est Atras. Ah oui, évidemment, voilà. Oui, je te dis pas la tête des pauvres vendeuses lorsqu'elles m'ont vu demander les 4 coffrets yaoi plus les moi mugs. quand je vois ta tête, ça m'étonne pas. Hein. Je te les donne direct. D'ailleurs, prenez, me touchez pas. D'ailleurs, je l'ai envoyé au front, moi je m'étais mis en retrait. Hein. Eh bah oui, le plus dur est derrière toi. Va à l'abattoir, merci. Oui, elles ont compris, en fait, il a pas assumé le fait que vous auriez dû y arriver en front tous les deux. Là, ils auraient tout de suite capté. Ah bah oui, évidemment. C'est pour leur lecture du soir. Non. Mais bon, au final, caché au milieu du stand, bizarrement. Oui, moi j'ai fait, pas. Oui. Mais il y avait la collection mais Boys je crois Love. Que t'as dû passer devant et t'as pas du tout. Mais je suis sûr d'être passé 30 fois devant le stand. Je ne l'ai pas vu. T'as pas fait attention. Moi, je sais que je ne l'ai pas vu. Ah non, mais il y avait les DVD pour cacher la collection. J'ai pu voir les machins Okinawa, là, c'est qui font les vêtements et les sacs New Team. Oui. Donc, c'était à côté. C'était juste à côté. Bah moi j'ai jamais vu. Bah non, mais il est là le problème, c'est que ils ont une collection de mangas, quelle qu'elle soit, et bizarrement, ce n'est pas mis en avant. C'est pas sur le devant du stand. Et surtout, le truc, c'est que sur le plan, ce qui était marqué, c'était des collections, donc le label vidéo. Voilà, il n'y avait pas marqué IDP. Et en fait, c'était caché derrière tous les DVD. Effectivement, au premier abord, ça se voyait, on les voyait pas tout de suite, quoi. Je veux dire, je suis éditeur, j'essaie de mettre ma collection en avant, quelle qu'elle soit, et là, non, l'autre, c'est au milieu des DVD cachés. Pourquoi ? Déclic, évidemment, comme d'habitude, avait au moins 2 stands, de souvenirs toujours 2, un dans Japan, et un dans Japan Expo et un dans Comic Con. Dans Comic Con, ouais. Légèrement plus petit. Oui, plus petit, et je crois qu'ils vendaient que des DVD sur la partie. Oui, il y avait que les DVD. Non, il y avait des Blu-ray. Il y avait la collection. C'est toujours pareil, derrière le comptoir. Ah, d'accord. Ils ont peur de les faire voler. Ils ont peur de les faire voler. Le Blu-ray, c'est cher, c'est des rubis. Bah, non, c'est Saphir en plus. Ils ont changé le nom. Alors, Rubis, Saphir, Diamant, bientôt. S'ils veulent. Mais en fait, souvent, pour pas qu'ils se fassent voler les coffrets, ils les scotchent, en fait. Ils scotchent tous. Ils scotchent tous. Mais, en même temps, ils ont raison. Oui, là, c'est ce que j'allais dire, on peut pas leur en vouloir. Là-dessus, le mec, il scotcherait le meuble. On paraphraserait le patron de Kiun sur ce point. Merci Ahmed. On les met en distribution directe, on s'en fait piquer des milliers, mais bon, on en vend aussi des milliers, donc ça va. On compense. Voilà. Kiun, à quand le scotchage de vos mangas sur le stand ? Avec des clous, une clouteuse, clac. Tu prends la déclouteuse pour... Attends, je te file ton titre. Attends. Voilà, bien. Voilà, donc pour Déclic, on avait cette année un stand commun aux différents labels du groupe Delcourt. Bon, en l'occurrence, c'est pas vraiment des labels, en réalité, c'est des entreprises à part entière, mais qui appartiennent toutes au même groupe, le groupe Guy Delcourt. Donc évidemment, il y a Delcourt Manga, ce qu'on pourrait appeler Delcourt Manga, c'est des éditions Delcourt dans leur partie manga, même s'ils vendaient quelques autres titres Delcourt, notamment quelques comics. Et quelques BD. Quelques BD aussi, bah voilà. On avait évidemment Soleil Manga qui appartient la même chose. Soleil qui fait partie du groupe Delcourt. Par contre, qui vendait que du manga là. On avait pas non. Vous avez vu autre chose ? Il y avait par exemple tout ce qui était Barbare Canepa, tout ça qui était présent. Tout ce qui peut être considéré comme un peu entre guillemets manga. Ouais, japonisant entre guillemets. Ouais. Et Tonkam, qui eux de toute façon ne font rien d'autre que du manga, donc la question ne se pose pas. Voilà, donc pour peut-être des raisons de coût. Il n'y avait pas aussi la BD
qu'ils avaient sorti, un peu moyenâgeuse là. De quoi, Tonkam ? Ouais. Oh, c'est possible, ouais, ça fait Mais partie j'ai de pas leur fait gaffe plus que Si, ça. mais je crois que je sais pas si c'était pas sur le côté ou c'était genre en pas- bas. Ouais, c'était planqué. Hein, pas l'année la plus impressionnante pour Tonkam. C'est-à-dire que l'année dernière, ils étaient arrivés avec les bourses pleines. Bah non, ils arrivaient avec des titres en avant-première, avec plein de goodies, plein de trucs. Pascal. Et donc voilà, donc cette année c'était un peu plus soft Ouais, au niveau Tonkam. On voit qu'on est en réduction de voilure. Oui. Ah bah ils ont tout regroupé. Voilà. Voilà, c'est Non, mais voilà. bon voilà, ils ont regroupé. Il n'y a pas vraiment eu d'opération commerciale. Alors il y a une petite opération commerciale sympathique chez Tonkam. Hein. Selon le montant de ce qu'on achetait, on avait le droit à choisir un lot dans une liste spécifique. Ouais, il y avait un ticket de tirage au sort. Ah non, pas forcément tirage au sort. Peut-être bah. pour les plus gros lots. Mais quand t'achetais Ah oui. par exemple un seul volume, ils te filaient un Oui, les petit cartes papier en postales. disant voilà, tu sélectionnes les cartes postales que tu veux ou les Ouais. trucs, Et machin, au-dessus de etc. 10, tu piochais dans la. On piochait en fait au tirage au sort Ouais. et on pouvait avoir Voilà. des lots A, B, C, D et c'était de valeurs plus ou moins importantes. Il y avait des Faudrait produits bien- techniques. ouais. Il y avait des produits techniques, une DS, Ouais. des Voilà, casques, parce qu'il y a aussi causé quelques problèmes quand même, parce que vu que du coup c'était 10 euros, mais que genre on avait 50 euros, on piochait pas 5 fois, ça a été la queue, je vais acheter 10 euros, je pioche, je repasse. Mais ça c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ouais, c'est un peu là. Ouais, c'est un Ce qui est peu un ça. peu ça, jeudi et samedi qui avait pas mal bloqué un petit peu l'accès au stand de Ouais, Tonkam juste c'est avant. vrai, ouais. Ça doit être un truc qui doit être réfléchi à l'avance, hein, de savoir que dans ces cas-là, voilà, qu'est-ce qu'on fait mais effectivement, bon, voilà. En même temps, c'était une opération sympathique parce qu'il y avait vraiment beaucoup de lots Oui. proposés. Oui, Pardon, je suis tombé sur mon micro. Je suis mort sur mon micro tout seul. Il faut dire que t'es pas grand. Voilà. Voilà. Mis à part Tonkam, il n'y avait pas grand-chose chez les autres. Il y avait une toute petite zone d'exposition, qui faisait un peu tâche. Il y avait un masque de Jojo. Enfin, il y avait un duo. Oui. Ouais, je l'ai noté. D'accord. Ouais. Très bien. Ça, je pense que personne Si. ne l'a pas. Tu Non. dis toi. Bah oui, Oui, forcément. il était sur Non, le mais ça, dessus, c'est- ouais. c'est comme le mur Jojo, quoi. Il y a 2-3 pauvres types qui l'ont vu, quoi. J'ai fait une photo, je te remercie. Oui, tout à fait, je sais. Et elle sera publiée. Tu es un pauvre type. C'est ça. Je note. Au rayon des autres stands, toujours, on est dans on est dans ordre alphabétique, si vous n'avez pas remarqué. On avait Dybex, qui avait toujours le même stand que chaque année. C'est-à-dire que c'est un Oui. vrai recyclage depuis 10 ans. C'est le même, Il a hein. pas bougé. Il a Non. pas bougé. Il C'est a juste exactement changé la de même place, configuration. Mais voilà, c'est le même, c'est pareil. Et ils avaient une exclue, attention. Le troisième film d'Evangelion, le 3.33, en DVD. Non, c'était pas la seule exclue. Ah, Il y avait le FMA collector en Blu-ray. Ouais, ok. Ouais, dans les inédits, pas dans les multi-unième rééditions. Je suis désolé, ils avaient aussi le coffret Blu-ray de Kings on the Slope et ils avaient pas celui de BRS aussi. Ouais. Ah bah tu voilà. vois. Très bien, merci. Mais donc, dans les titres. Mais dans les trucs intéressants, non. Ah si, Kinosolop. Kings on the Slope, ça je veux Voilà. bien. Après BRS, je dirais pas ce que j'en pense. Et donc, je reviens à ce que je disais. Ils avaient Evangelion 3.33 Seulement DVD. en DVD. Oui. Voilà. Et je crois Alors, je rappelle seulement- quand même que c'est un Et- film qui a été réalisé, produit en Full HD, en Blu-ray, et donc qui a eu c'est un titre qui a eu la chance de sortir en édition simple Blu-ray et en édition collector, le même que la japonaise, en France pour les 2 premiers volets. Et là, on avait l'édition DVD. Alors, il était trouvable à Japan Expo à 97 € Oui, en import japonais. si, sur le La stand maison de de la la maison de culture. la culture du Ouais. Japon, Ouais. effectivement, ils avaient. Ouais, mais mais- là, ça coûtait un peu cher quand même. Ouais. C'est vrai. Mais je bon, en vous même l'accorde. temps, Ça coûtait un. vu la date de sortie du film, c'était quand même assez C'était dur chaud, de, hein. de faire le pressage avec le sous-titre. Voilà. Non mais attends, c'est pas possible, enfin, ça n'a pas de sens. Si on sort le DVD, c'est qu'on a déjà... La Oui, traduction, mais- elle change pas. Non, Le système mais de sous-titrage, il change pas. Le DVD, il n'a pas la VF, contrairement au Blu-ray. Ouais, mais ils vont T'es faire. sûr que le DVD n'a pas la VF? Là, ça m'étonnerait grandement parce que c'est un produit de grande consommation. Non, je crois qu'il avait. Moi, il me semble qu'il a dit qu'il n'y avait pas la VF. Ah, Ah, donc c'est dessus. peut-être une édition spécifique. Ouais, c'était vraiment une édition spécifique. Hein. Voilà. Mais c'était pour le sortir rapidement à C'était pour, Japan. pour le sortir pour Japan Ils Expo. ont Hein. peut-être même plus sortir, on s'en fout de la VF. hein. Oui, Bah, en mais fait, bon. Non mais en fait, voilà, le gros souci que je vois là-dessus, c'est que combien de gens vont se dire, et avec le DVD ça m'intéresse pas, c'est un film que je peux avoir en Full HD, je vais le télécharger. Ils avaient qu'à faire attention. Combien de gens vont se le dire? Sérieusement. Ça fait combien d'années? Ça fait quasiment 2 ans de suite. Enfin, à chaque fois qu'il sort à Japan, dès que le titre, le film est paru, il sort à Japan en double édition, collector et simple. Et là, DVD.
Mais là, c'est vrai que non mais voilà, alors, sans doute que vous avez sans doute raison, hein, c'est qu'ils ont fait les choses, c'est déjà peut-être bien dans les temps, mais je ne suis pas sûr que le signal qu'ils sont envoyés soit hyper positif. Ah bah là, c'est sûr qu'à mon avis, il va y avoir un gros manque par rapport à l'événement, je suis d'accord. Après, est-ce qu'il faut faire tout vite et pas forcément bien et juste être au bon moment, c'est la grande question. Oui, peut-être fallait-il ne rien produire du tout, quoi. Et attendre d'être en capacité de produire parce que honnêtement, un film comme ça, quand on a vu les deux premiers, on sait que c'est un film qui mérite d'être sur support HD. C'est pas un film qui mérite d'être sur DVD, honnêtement. Ouais. C'est un film qui a des détails de partout. Voilà, c'est un film qui a été tourné pour ça, qui a été mixé en 5 voix. C'est pas un film qui mérite le DVD, c'est pas un film qui mérite le 480p. Honnêtement. Ouais, bah là, de toute façon, maintenant c'est fait. Et puis, je pense que ça sera la sortie septembre maintenant. On fait un peu notre débrief, mais ouais, ce sera peut-être en septembre. Espérons-le. Voilà, donc les compères ont un peu sorti tous les titres que j'avais complètement omis. Mais c'est pas ce qui t'intéressait pas, donc c'est normal que je ne parle que de ce qui m'intéresse. Voilà, je m'en fous. Le reste. Moi, je noterais juste la petite. La petite scène du patron d'Ibex qui a été voir un des clients qui était de l'autre côté du comptoir avec un t-shirt Goldorak et qui a été lui dire que c'était une imitation. D'abord, il a été le voir, il l'a chopé par le col, il a regardé à l'intérieur voir s'il y avait une marque quelconque. Évidemment, le copyright, mais s'il y avait une marque quelconque, évidemment, il n'y avait rien. Bon, il était content parce qu'il y avait le copyright sur le dessin. Alors, l'illustration d'origine devait être prise avec le copyright, ils l'ont copié tel quel. Et évidemment, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, mais je sais que c'est un faux. L'illustration d'original, c'est moi qui l'ai. Voilà. Carlo à jamais dans mon cœur, c'est génial. Trop fort. Donc l'homme du copyright, c'est Carlo Levi, le patron d'Ibex. C'est l'homme qui va poursuivre tout le monde. Mais il a raison. Absolument. Non, mais il a raison. C'est vrai qu'on oublie trop souvent les copyrights. Et on voit qu'il a beaucoup côtoyé les Japonais qui sont extrêmement regardants de ce point de vue-là. Oui. Le copyright, c'est fondamental. Tu peux mettre l'image, mais il faut mettre le copyright. Absolument. Tu peux oublier l'image, tu peux mettre. Par contre, il faut pas oublier le copyright. Oui, mais tu vois pas ce que ça représente. Ça n'a pas de sens. Ouais, super, un copyright sur du blanc. Oui, mais bon, c'est à trace, les gars. Il est fatigué. Sur les autres éditeurs, toujours en D, Doki Doki qui avait un petit stand, comme habituellement, un joli petit stand, qui avait notamment en avant-première son prochain shoujo, Anayamata de So Amayumiba, j'aurais pas dû le noter moi. Non. Donc Anayamata, leur prochain shoujo, donc qui était légèrement mis en avant et qui doit sortir de souvenir fin août ou début septembre. Je crois que c'est ça. Ouais. Bah, moi les 2 jours où j'étais à Japan, vous m'apprenez un truc parce que je l'ai pas vu. Eh ben, je peux te le dire puisque je l'ai pris. C'est formidable. En même temps, il n'était pas non plus en exposition. Ils en avaient pas mis 3 tonnes. Et c'était vraiment. Il était noyé dans la masse des autres titres, donc. On pouvait même passer à côté, ne pas le voir, c'était tout à fait normal. Hein. Non, mais par contre, ils offraient une litho de la couverture. Non, c'est la couverture, une reproduction de la couverture sur un joli papier. Il y avait des petits badges, des petits machins. Il y avait un super marque-page aussi. Il y avait un super marque-page qui malheureusement n'a pas passé le week-end. Ouais, avec Servante. Oui, c'est vrai, un super marque-page. Mangacast. Et Mangacast. J'aime beaucoup, je suis fan. C'est vrai, moi aussi j'aime beaucoup. Il était vraiment beau, hein, franchement. J'en ai un. Je sais pas qui est-ce qui fait ça, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est génial. C'est au top. On vous le conseille. Voilà. Donc effectivement, on a un peu parlé sur les réseaux sociaux. On a eu l'occasion de faire un marque-page en partenariat avec nos amis de Doki Doki. Donc une face servante pour Doki Doki et une face mangacast pour nous, avec une jolie illustration de l'illustrateur Reinhardt. Malheureusement, on s'était mis d'accord sur un tirage de 3000 pensant et chez Doki Doki et chez nous que ce serait suffisant. Et ça n'a même pas passé le samedi. Voilà, ça n'a pas passé le samedi. C'est-à-dire que le samedi matin, il en restait peut-être une dizaine et puis c'était terminé sur les 3000. Donc c'est un peu dommage, on espérait justement passer le week-end, on l'a pas passé. Donc peut-être que pour les prochaines fois, on réfléchira à des tirages plus importants et une limitation de distribution jour après jour, parce que c'est vrai que les gens à Japan Expo aiment bien les choses gratuites et en prennent pas mal. Et au final, il reste plus grand-chose. Donc on sait qu'il y a quelques personnes qui nous ont dit sur les réseaux sociaux qui n'ont pas eu leur exemplaire. Il nous en reste quelques-uns chez nous, on en enverra chez quelques auditeurs, mais ce sera limité et dans ce qu'on a et dans ce qu'on peut envoyer. Sur les stands suivants, on va parler de Glénat. Glénat qui avait toujours son traditionnel stand en îlot fermé, l'énorme truc. Ça fait espèce de bibliothèque. Ouais, c'est un gros truc. Mais bon, c'est
Ouais. Ça fait une petite boutique à part entière. Ouais. Voilà. Avec, comme d'habitude, tous leurs titres. Mais alors, vraiment tous les titres. Alors, ce qui est bien, c'est que si on a besoin de compléter chez Glénat, Alors là, il y a tout. C'est impressionnant parce qu'ils ont tout. Ils ont des trucs, même des éditions, je pensais qu'ils avaient totalement arrêté. Les grands formats des Akira. années 90, ouais, ça ils ont Orion. encore. Ouais. bah, si on voulait trouver par exemple le titre d'Urasawa qu'ils ont sorti, Pineapple Army. Pineapple Army, on peut le trouver. C'est peut-être Mais- le seul endroit de France où on peut le trouver. Mais ça sert à quoi? Je ne sais pas, mais Parce qu'il y a- ils ont tous leurs Non, titres. alors, s'il y a une chose qu'on peut pas enlever à Glénat, c'est qu'ils ont une vraie politique de réimpression. T'es Tous sûr? les titres dont ils possèdent encore la licence, toujours, tu peux les trouver à Japan. Attends, tu me dis qu'en fait le Pineapple Army il est réimprimé? T'es sûr? Je sais pas si, ou alors c'est le seul éditeur qui garde des stocks. Et alors là, c'est Alors, ils ont extraordinaire. ils Qui ont ne des connaît stocks pas de le pilon. ouf, hein. Ça, ce serait extraordinaire. Moi je pense qu'ils ont des. Je pense pas qu'ils réimpriment Pineapple Army. Je pense Ils qu'ils ont ont les des stocks stocks de depuis le ouf. début. Ouais, je Mais pense. ils les stockent où? Je sais J'ai pas. jamais vu un éditeur stocker. Non, mais sérieusement. Ça leur coûte une fortune de Non, parce que stocker. je veux dire, on le sait, un jour on aura l'occasion de faire un dossier dessus, mais on sait traditionnellement qu'en réalité même un titre qui se vend pas, on n'arrive plus à le trouver parce qu'il passe au pilon, parce qu'on peut pas le stocker. Et en l'occurrence, c'est le cas de Pineapple Army. Je vérifierai pour la prochaine émission. Je regarderai j'en prendrai un, j'en commanderai un, Il va même en s'il le commander faut, un. juste pour voir la date de réimpression. Je suis sûr que c'est d'époque. Après le reste, Ça, mais c'est imagine, pas possible. ça voudrait dire qu'ils réimpriment les Orion. Orion. Non mais Orion. Orion, mais Écoute, moi ce que je sais, c'est que tous les tomes d'Ashitanojo sont toujours disponibles et que je suis pas convaincu que ce soit une grosse vente. Non mais Ashitanojo, on parle d'un truc qui a même pas 5 ans quoi. C'est Mais attends, frais. Ashitanojo, ouais, bah attends, Ashitanojo, le premier volume chez n'importe quel autre éditeur, honnêtement, aujourd'hui tu le trouverais plus. Aujourd'hui Non. tu le trouves. Ouais ok, non mais c'est un truc qui a même pas 5 ans au final. Ouais, mais 5 ans c'est long pour un éditeur aujourd'hui. Ouais, mais attends, Non. Orion Combien de ça fois a on a 17 ans. discuté Ouais. des arrêts de production de titres qui n'avaient même pas 2 ans? Combien de fois on en a parlé? Oui, non, Ça, mais c'est vrai. Glénat, là-dessus, ils sont une force. Ça, je Ouais. peux pas le nier, mais faut pas me faire croire à moi qui réimprime Ah, Orion. Peut-être qu'ils ne réimpriment pas. Par contre, c'est peut-être le seul éditeur qui a un hangar pour stocker ses trucs. Mais ils mettent, Ah, ça, c'est- ils mettent peut-être ça chez eux. Je sais pas, ouais, ou alors. Ils ont peut-être des hangars à la maison. Tout le monde, même les secrétaires, elles vont Voilà. toutes dans leur garage. Voilà. En fait, c'est toi qui as Orion. Voilà. Tu me ramènes, s'il te plaît. voilà, Ramène-moi 2 cartons. ils Tu ont me pas de place ramèneras par deux leur palettes. bagnole, mais par contre, ils s'est rendu dans leur garage. Voilà, je sais pas, me dis Eh pas. Jacqueline, ramène-moi des palettes d'Ashitanojo, s'il te plaît. On a déjà Ouais, pas je vais d'expo. pouvoir garer ma bagnole du coup. Eh, c'est peut-être chez eux qu'il y avait les palettes de coque de combat neuf, vu qu'ils ont des solutions de stockage. En fait, ils sont On plantés, les ils a ont livré retrouvés. chez Faut Glénat. juste trouver qui était l'employé de Glénat qui les stockait. Et on a réussi à placer. C'était un détournement. C'est ça. Nous Mais détenons non, vos mais ils se sont palettes. trompés. C'est l'imprimeur qui croyait que tout était stocké chez Glénat. Ils ont l'habitude, les gars. Ah, chez Glénat, ils peuvent stocker. Très bien. Le mec habillé en terroriste avec je détiens la palette. Si vous voulez revoir vos coques de combat. Très bien. Petite digression. Absolument. Pardon. Qui fait écho à l'avant-dernier au maquet. Voilà. Dans le reste des éditeurs, on avait le tout jeune éditeur Isan Manga qui était présent cette année. Donc avec un petit stand, c'est logique, un petit éditeur, petit stand, arrivé En même temps, douce. ils ont que 3 titres. Donc, Voilà. effectivement. 3 Ouais. titres très spécifiques d'ailleurs, Oui. parce que c'est vraiment une édition de luxe assez Oui. spécifique. Mais bien blindé le stock. Oui, Oui, ils avaient de quoi faire. Ils avaient de quoi faire, Voilà. ouais. C'était visible pour moi. Oui, ouais. Voilà, donc en l'occurrence, ils sont venus avec leur dernier titre qui était Kamen Rider. Et Lalito. Voilà, tout à fait. Et je reconnais un qui est très heureux, qui l'a même devant lui. Qui est... Oui. Voilà, il en peut plus. Non, mais ça va quand même. Le plus dur n'est pas forcément derrière lui, il peut être aussi devant. Après Isan, Kana, bon bah voilà, Kana stand habituel. Comme d'habitude, toujours le Naruto géant qui Ouais, depuis. mais là cette année, leur stand était aux couleurs d'Assassination Oui, Classroom, ouais. Et Qui est pas leur- mal de jeux d'ailleurs sur le. ouais, qui était leur Ah prochaine ouais. grosse licence du Weekly. Cette année, Shonen il y avait de l'interactivité avec Ouais. Kana, Ouais. la salle de Bah, cours. Attention, il y a aussi le fait que il y avait de l'interactivité chez Kana, notamment l'année précédente et l'année, il y a 2 ans, ils avaient une salle de doublage. Le Ouais. problème, c'est que c'est un peu le concept de ce genre de truc. C'est comme c'est fermé, on voit On pas voit forcément pas. d'extérieur, on s'en rend pas compte. Il suffit qu'il y ait une dizaine de personnes agglutinées devant, il fait des touches dans lesquelles on peut passer devant sans jamais le voir de tout le salon, et ça reste quand même des trucs assez interactifs. En l'occurrence, là, ils ont fait des activités ouvertes. Oui, c'était du ludique, c'était du baltrap, des trucs Non, bah, comme voilà, ça. c'était intéressant parce qu'on était vraiment dans la logique. Ouais. On va rappeler vite mais que Assassination Classroom, qui est un des hits du Shonen Jump actuel,
C'est le concept, une classe a un prof alien qui va détruire la Terre, donc il leur dit si vous voulez je vais vous former à me buter. Donc le plot du manga, c'est en fait on va former des futurs tueurs. Voilà, des futurs tueurs. Des lycéens à buter leurs profs aliens. Wow. Et en l'occurrence, voilà, comme le disait Cobb, les activités proposées par Kana étaient toutes sur la thématique. Donc on avait effectivement du chamboule-tout, donc avec des canettes sympas d'ailleurs, des canettes aux couleurs d'Assimilation Classroom. Ouais. Donc en plus c'est très visible puisque c'est une espèce une tête de gros smiley. Jaune en plus. Il fallait shooter. Il y avait un stand de tir électronique, voilà. Avec des carabines. Absolument. Ouais, donc ça, c'est vachement sympa dans le sens où c'est quand même bien dans l'idée. Ça a eu pas mal de succès. Il y avait aussi une représentation de la classe. Oui, aussi. Ça, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu, il y avait des bancs et tout, avec le tableau. Non, franchement, là, Kana, putain. Je pense qu'ils croient vraiment dans le titre et je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison. Et en plus, ils le mettent bien en avant et c'est vraiment agréable. Sachant qu'en plus, en face, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, on avait Pika qui aussi arrivait avec du lourd, donc il y avait un peu une confrontation. Cette année c'était le choc des titans. C'est le choc des titans, très bien. Mais Pika c'est un P, ça arrivera tout à l'heure. Il y avait aussi une petite partie chez Kana sur Hell's Kitchen en fait. Ah, exact. Ouais. Ils avaient fait une sorte de, je sais pas, c'était de la dégustation, je crois. Ouais, c'était une cuisine. Il y avait une cuisine, une vraie cuisine. Il y a une vraie avec cuisine, des petites tables de dégustation. Effectivement, apparemment, il y avait un mec qui venait de temps en temps. Ouais, d'ailleurs, c'était en fait c'était très scientifique puisque c'était de la, comment on appelle ça déjà, cette cuisine complète. Cuisine moléculaire. Cuisine moléculaire, ouais. Apparemment, oui. Ouais, il était là. Et par contre, j'ai pas vu tant de gens que ça. Mais c'était pas ouvert. Ouais, tout le temps. Le problème, c'est qu'il y a vraiment des sessions courtes et c'est un peu dommage dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même un bel espace qui est alloué à ça. En fait, il y a peu de personnes qui peuvent en profiter. C'est finalement assez rare parce qu'en fait, ça arrive à des sessions qui sont quand même très espacées. Donc en fait, l'impact en termes visuels est quand même nettement moindre que ce qu'ils ont fait pour Assassination Classroom, où c'était permanent, où c'était visible, où c'était très graphique. Ouais. Voilà. Bon, en même temps, dans l'idée, Hell's Kitchen, c'est de la cuisine, ça va bien dans le. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée, même si effectivement les séances étaient un peu espacées. Dans l'idée, j'ai trouvé que c'était pas mal pour ce titre. Dans la suite, on avait Kazé qui était présent, donc Kazé animé, Kazé manga, tout ensemble. En l'occurrence, le stand a été déplacé. D'habitude, il était sur l'allée principale, là, il a été un peu repoussé vers l'arrière. D'après ce qu'on sait, il y a peut-être une décision un peu plus tardive. Prise pour venir à Japan Expo. En l'occurrence, le stand était quand même très joli, était sur mesure, et ça je trouve que c'est vraiment bien, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que le design était fait sur mesure avec un bel écran géant, des beaux logos Kazé vraiment gigantesques. C'était un espèce de rectangle, c'est très, très anguleux, très à l'image des chartes graphiques de Kazé. Malheureusement, il n'y a pas grand chose de nouveau dessus. On a juste eu l'avant-première de l'édition de luxe de Kutonoken, logiquement qui a été un peu poussée à l'impression parce que Tetsuo Hara était présent. Ouais, j'ai aussi vu le Toriko 12. Ouais, mais je suis pas sûr qu'on puisse considérer que ce soit de l'avant-première, dans le sens où je pense que ce type de titre, il y en a pas mal qui sont quand même imprimés en partie à l'avance, qui peuvent en récupérer chez l'imprimeur s'ils le veulent. On sait très bien qu'on se rend compte sur certains titres où il y a marqué impression mai et la mise en vente elle est fin juin. Des fois ils repoussent la mise en vente. Là, on peut avoir des impressions un peu plus en avant. Je pense que ça fait partie des pré-stocks, on va dire, et des premières impressions qu'ils font dessus. Ils récupèrent quelques cartons puis ils les vendent sur le salon, quoi. Je pense qu'au Kutonoken, par contre, ça a vraiment été une impression dont ils ont poussé. Je pense, ouais. Justement parce que l'auteur était là. S'il l'avait loupé, celle-là. La question de savoir, moi je me demande, est-ce que la décision de réaliser la Deluxe a été faite quand ils ont su que Tetsuo Hara était invité ou pas? Parce que alors j'ai pas suivi le truc, mais moi j'ai eu l'impression quand même, c'était vachement concomitant. Dès que Japan Expo a annoncé Tetsuo Hara officiellement, on a vu l'annonce officielle, on a reçu les communiqués de presse, Kazé, édition de luxe au Kutonoken, donc c'était un peu troublant. Mais en même temps, côté délai, pour négocier les droits pour les récupérer aussi, tout ça. Je tiens quand même à rappeler que Kutonoken, c'est du Shueisha. Oui. Que Kazé appartient à Shueisha. Je pense qu'en termes de négociation et de délai, que le patron de Kazé, c'est un japonais qui travaillait pour Shueisha, enfin qui travaille toujours pour Shueisha indirectement, mais qui était direct, qui a des contacts totalement directs. Je pense que c'est pas le plus dur. Je pense que ça va pas être eux qui ont plus de difficultés à négocier les licences avec la maison mère. Il a décroché son téléphone, c'était le plus dur. Il a fallu qu'il compose le numéro. Bonjour, je voudrais faire une édition de luxe de Ken. Ouais, tiens, attends, j'en ai une qui est sortie au Japon, je te l'envoie. Ok, merci. Tu m'envoies les PSD, s'il te plaît. J'ai juste à mettre des trucs en français. Voilà, c'est ça. Par contre, il y a une très belle édition d'ailleurs. On aura peut-être l'occasion un de ces jours de vous en reparler. On va avancer puisque on parle, mais nous n'avançons pas. Toujours dans les cas, on avait Komiku qui faisait son apparition en tant qu'éditeur sur Japan Expo.
qui avait un joli stand pour un éditeur qui est pas énorme, parce qu'en final, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de titres par exemple, qu'un éditeur comme Nissan. 4, je crois. Ouais, c'est ça, moi j'aurais dit 3, mais ouais, 3 ou 4. Je me doute bien qu'il y en a un ou deux que je dois zapper. Et donc, qui a fait une belle mise en avant de quelques-uns de leurs titres, et notamment Malicious Code, dont ils ont invité l'auteur, ce qui était quand même pas... C'est pas bénin voilà, je trouve que c'est bien. Ils avaient un petit espace sur leur stand pour que l'auteur puisse faire des dédicaces et quelques petites interviews table ronde avec différents intervenants de la presse. C'était assez sympa, c'était bien foutu, le stand était vraiment joli, ça mettait bien en avant. Ça donnait pas l'impression d'avoir un petit éditeur, ça donnait vraiment l'impression d'avoir un éditeur un peu alors en plus il était à côté de Ki-hoon, mais ça donnait un peu l'impression qu'il voulait se battre à armes égales en termes de communication. Oui. En termes de visuel, en termes de facing. Donc c'était plutôt pas mal. Je pense que ça, en plus, c'est par rapport aux gens, je pense que ça fonctionne bien de voir que ah ouais, ça doit être mortel ce qui doit sortir alors, s'il y a des trucs comme ça. Voilà, donc en plus c'était bien réalisé et ils avaient la bonne idée de suivre un peu ce qu'ils font déjà en boutique avec la vente de bento qu'ils ont fait en partenariat avec la marque Mon Bento, qui sont d'ailleurs de très jolies boîtes, sachant qu'à l'origine Komiku c'est une boutique et qu'ils sont spécialisés en plus de la librairie dans la vente de bento. Voilà, ça faisait un peu le lien entre les éditions et la boutique et c'était plutôt pas une mauvaise idée. On avait dans les cas Kurokawa, bon alors là stand totalement traditionnel, habituel de Kuro. Stand ouvert. Stand ouvert, avec des gros facings, ouais. Ça ils aiment beaucoup. Une grosse vache. Une grosse vache Silver Spoon. Voilà, la grosse vache Silver Spoon qu'ils avaient réalisée pour le salon de l'agriculture. Des stands Maggie. Ouais, il y avait une bonne partie Maggie, ouais, c'était les gros stands. Et un beau portant en personnage en pied de Blood Loud, qui était assez sympa. On avait aussi l'éditeur. On avait Greg qui était habillé en Maggie. Enfin, il était habillé en cosplay de... comment il s'appelle le personnage Simbad. Oui. Il a participé vraiment. Mais voilà. Mais il participe toujours. Grigarello, le responsable du label, s'investit corps et âme. Ah, on a vu ça. Hein, c'est ça, y a aucun impressionnant. Ah non, mais s'il y a un éditeur qui est toujours présent sur son stand quasiment en permanence, c'est lui. Ah oui, lui. Mais voilà, il y croit, il a raison. Il fait tout. Hein. C'est aussi ce qui fait l'identité de Kurokawa. Il vend, il propose, il explique. Ah non, mais effectivement, c'est un des rares mecs qu'on a vu vendre, et vraiment vendre. Ouais. Et couper une conversation personnelle pour dire attends, personne qui veut regarder les mangas, t'inquiète. Ça c'est bien ça. Oh oui, non, ça aussi c'est bien. Non, ça c'est mortel, vas-y prends les 10. Tous mes titres sont mortels, tous les titres Kuro sont bien. Et en l'occurrence, voilà, c'est vrai que une des forces de Kurokawa c'est le graphisme, c'est-à-dire que c'est vraiment toujours très bien travaillé et le stand est à l'image de. Et cette année, il présentait avec c'est en partenariat avec 12-21 éditions. Le système d'une offre numérique, voilà, absolument, de leur manga, et notamment en l'occurrence de Blood Lad. Le premier pour le lancement, effectivement, le premier chapitre de Blood Lad était gratuit. Ouais. Enfin, il est offert pendant un temps limité avec un code. Pendant un temps limité, ouais. On passe au N avec. Oui, tu veux. T'as pas oublié Ki-hoon? Si, j'ai oublié Ki-hoon. Bah bien sûr, bah voilà, c'est bien, bravo. Ouais, mais c'est ça, c'est l'âge les gars. On voit ça. Et donc Ki-hoon, de toute façon, ils ont pas besoin qu'on parle d'eux. On a parlé d'eux tout à l'heure en plus. Ouais, ah bon? Voici, on parlait de vol. Exactement. Ki-hoon, le stand habituel, à l'endroit habituel, dans les proportions habituelles, assez grand. Ah oui, si, c'est bien qu'on en parle. Les mecs, arrêtez les sacs qui font 3 km. Non mais vous vous rendez pas compte. Pour 3 malheureux mangas, c'est ça juste scie le bras, surtout si on veut mettre plus que les 3 mangas pour lesquels il faut acheter, et ça tue des gens dans le RER. Non, après le samedi soir dans le RER, les sacs Ki-hoon, c'est pas possible. C'est un enfer. C'est juste pas possible. On pourrait aussi avoir des renseignements de qualité. Ah oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Comme me rappelle des choses, parce que j'ai eu la chance de vouloir aller sur le stand et de vouloir prendre des titres. Et bon, comme d'habitude, le stand Ki-hoon est un stand qui est happé par le public, un peu trop d'ailleurs. Donc tous leurs titres sont disponibles sur les tables, enfin sur l'ensemble du stand. Mais quand il y a du monde, on peut pas tout voir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, les titres sont disséminés partout. Et quand on a le malheur de demander à quelqu'un, parce qu'on se souvient pas forcément de tout ce qui était censé sortir, quelles sont vos sorties dernièrement? Je sais pas. Je fais pas ça moi normalement. Ah bon? Tu fais quoi? Tu me vends là ou tu me vends pas? Ouais. Mais c'est quoi que t'as sorti? Je sais pas. Bon, je vais prendre ça et ça. C'est bon, allez, je me casse. Voilà, c'est quand même pas mal. Oui, donc message à nos amis de Ki-hoon, les gars, prenez des gars qui savent ce que vous vendez quand même. Ouais, sur ce salon, c'est le pas dernier top. tome de Bellblatt il est sorti, je sais pas, mais il est devant toi. Ah ouais, il est sorti. Il est sorti. Merci d'avoir participé. C'est ça, c'était cool. Tu veux que je vienne vendre à ta place en fait? Et au fait, tu vas au Kutonoken? Je sais pas. Ah mais c'est peut-être pas chez vous. Ah si, je crois. Ah non, peut-être pas alors. Oh, c'est un cas aussi, c'est pareil.
Merci. Voilà, donc, mais bon, Kiyun était venu avec quelques titres. Bon, en même temps, il n'y avait pas d'avant-première de souvenirs. Hein. C'était vraiment des titres qui sont sortis à ce moment-là. Oui, de la donc, semaine. on avait le Green Blood, le nouveau Hubble Blood, le Hubble Blood annuel. Ah. Voilà, le Hubble Blood annuel. Et surtout Green Blood. Il y en a qui ça fait plaisir. Et évidemment, il y avait un autre titre, puisque je le cherchais, j'ai trouvé qu'en sortant, c'était Magical Index 8 qui sortait à ce moment-là, mais que le mec était pas foutu de me dire qu'il l'avait. Donc je sais même pas s'il sait que c'est édité par Kiyun. Et en plus, il est bien le titre. C'est comme ça. Voilà, donc on passe donc au N, enfin. Avec Nomi Nomi. Voilà, donc Nomi Nomi qui était présent comme chaque année avec un joli petit stand qui mettait en avant Bonolon, qui est le titre qu'a réalisé Tetsuo Hara. Notamment, voilà, Tetsuo Hara qui est comme le mec qui a fait Hokuto no Ken. Nomi Nomi c'est plutôt pour les enfants. Effectivement, Bonolon c'est totalement pour les enfants. Ah, totalement, oui. Mais effectivement, ça se comprend quand on sait qu'il a écrit quand le premier de ses enfants est né. Là, ça change aussi quelques perspectives. Il a voulu écrire un livre doux pour son enfant. Et voilà, Bonolon c'est vraiment c'est un personnage qui a pas vu l'étoile de la mort. Non. Mais en fait, quand il enlève son t-shirt, c'était une cadrisse. Non mais non Bonolon c'est super mignon, et puis c'est tendre. Moi je l'ai lu, c'est vraiment c'est tout mignon. C'est un peu une espèce de Totoro. Ouais, c'est ça, ouais. L'esprit de la forêt, mais autre. Et toujours une très belle édition chez Nomi Nomi parce que c'est vraiment des livres luxueux. Oui, c'est très joli ce qu'ils font. Ouais, une belle édition. Et en l'occurrence, ils sortent les titres les titres sur lesquels travaille Shiitake. On passe à Pika. Pika, ça a démangé Cobb d'en parler tout à l'heure. Nos amis de chez Pika, qui là cette année avaient un stand toujours de la même taille, mais là ils mettaient en avant leur gros titre de l'année, celui avec lequel ils ont dû se battre avec pas mal d'autres éditeurs dessus, dont était venu nous parler d'ailleurs Kim Beden dans le numéro 3 de MangaCast. L'attaque des Titans. Ah oui. Attack on Titan, qui a fait oui, Cécile nous avait parlé pendant l'émission. Ouais, c'est le titre en anglais qui me perturbe. C'est Attack on Titan. Je sais que l'attaque des Titans, Attack on Titan, c'est pas exactement pareil, mais c'est le titre officiel américain. C'est le titre officiel. International, pardon. Ouais, c'est horrible. Dans les copyrights, en fait, quand on regarde l'anime, c'est Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. D'ailleurs, même le titre en japonais sur l'animé, c'est le titre en japonais, et en dessous il y a marqué sous-titré Attack on Titan. Wow. Il faudrait que j'apprenne à lire. Exactement. Les japonais et l'anglais c'est pas toujours ça. Non, c'est vrai. Avec les langues étrangères tout court. Donc voilà, un stand aux couleurs de l'attaque des Titans, puisque non content de sortir le manga, ils ont sorti les 2 premiers tomes, le 3e sortant en septembre. Il y a eu l'animé qui a commencé à diffuser en simulcast, donc dès le début de la parution chez Wakanim. Donc logiquement il y avait action conjointe entre les deux, édition d'autocollants aux armes des militaires entre guillemets, des différentes factions, voilà, des humains dans le titre. Ouais. Et il y avait la fameuse la grosse tête de Titan qui donc était on peut dire qu'on est format 1-1 même. Ah ouais, là elle était juste énorme sa tête. Genre putain. Et ce qui est pas mal, c'est que juste à côté en fait il y avait aussi un petit stand photo en fait où on pouvait faire un montage comme si on se faisait. C'était effectivement un stand où il y avait un fond vert. Ouais, c'était en fait de la réalité augmentée. On passait dessus, donc il fallait s'allonger sur une estrade qui était installée. Et en fait, ils prenaient en photo. Et on avait l'impression d'être mangé par un titan. La photo était faite de telle sorte qu'il y avait la tête du titan qui se mettait à la place. Donc il y avait un décor qui se plaçait derrière avec le logo, etc. Et on était dans la bouche du titan. C'était vraiment sympa, j'ai trouvé. C'était très sympa. Il y avait pas mal de cosplayers aussi qui étaient là devant la tête du titan pour prendre des photos. Ils avaient vraiment axé toute la com dessus. C'était vraiment. Ah non, c'est une bonne idée. En plus, bon, par contre, désolé pour ceux qui ont pris les photos, vous allez paraître dans la communication de Pika à partir de ça. Ils les ont toutes gardées. Pas folle la guêpe. Ah ouais, j'ai vu une photo d'un de nos confrères Coyote Mag. Je vous encourage à aller le voir sur la page Facebook. Il y a un photobombing dessus. Je peux vous dire que quand vous voyez la photo, vous déprimez, mais alors la seconde. Il y a un truc qui est hors sujet sur la photo à droite de la tête du géant. J'étais mort de rire. Voilà, donc Pika qui avait sacrément mis en avant son titre, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est un excellent titre. C'est bien, j'ai dit 3 fois titre, c'est pas du tout une redite, et on en parlera dans le prochain Omake, qui paraîtra dans quelques jours. On passe à la suite. Alors là, c'est même plus du tout dans l'ordre alphabétique, mais c'est pas grave. On va parler de Wakanim, puisqu'on parlait de Pika, on parlait de Wakanim, qui était donc présent cette année. De souvenir, c'est la première fois. Alors qu'ils existent quand même depuis quelques années. En l'occurrence, ils ont fait un stand en partenariat avec le studio japonais Aniplex. Et sur le stand, il y a eu
Il y avait évidemment une mise en avant de Attack on Titan, l'attaque des Titans, puisque c'est aussi leur gros titre, et en exclusivité la vente du coffret collector Blu-ray DVD de Sword Art Online, le premier coffret, qui a priori ne sortira que en août, c'est ça, ou en fin juillet? Je crois qu'il sort fin juillet ou début Fin juillet, août. début août. Je crois de mémoire, ouais. Voilà, donc avec quelques exemplaires présents sur leur stand. On avait aussi en stand, alors stand de goods Tamashination, donc géré par Cosmic Group. En l'occurrence, on va pas s'attarder dessus, mais bon, ça restait un joli stand à l'ancien emplacement de Kazé. Feu Oui. l'emplacement de Kazé. Ah, ils étaient plutôt impressionnants, leur Ils étaient stand, grands, avec ouais. la bannière au-dessus, Ouais, les on voyait- visuels de Sailor Moon, de Goldo. Ah, ils ont mis les moyens, ouais. On voyait Ouais. très loin la bannière en Ouais, fait, ouais. c'était vraiment bien placé. puis Ça faisait balise en plus. Ils sont venus avec du matos. Et en plus, je trouve qu'ils n'ont pas fait l'erreur de l'année dernière où ils étaient dans un espace clos, Oui. noir, où en fait on n'a pas forcément envie d'entrer. C'est-à-dire que dès que c'est un espace qui est vraiment trop clairement. Et c'était sombre en fait, Ouais, c'était ouais, très sombre. ça- Tandis que là, c'était Là, voilà, ouvert c'est un et bel c'était espace ouvert, totalement avec des belles lumineux. vitrines. Donc il s'exposait beaucoup de produits, beaucoup de prototypes, beaucoup de sorties qui vont arriver dans les mois prochains. Donc c'est bien, ça faisait du teasing sur plein de licences, du One Piece, du Dragon Ball Z, du Senseiya, et Du Sailor Moon. Du Sailor Moon. Ouais. Et ils avaient quelques ventes en exclusivité, notamment sur du One Piece, un peu de Dragon Ball. Ouais, ils avaient deux modèles Dragon Ball et ils avaient Et aussi les Grandizer. Et le Grandizer. le absolument, ils avaient Grandizer des qui beaux, et là ils les ont eu en fait, ils ont vraiment eu de la c'était très rapide puisque c'était sorti en fait au Japon fin juin. Vraiment toute fin juin, le 28 ou le 29. à des prix plutôt corrects. Au niveau des stands goodies, on avait aussi Good Smile Company. Donc qui très clairement le stand de figurines le plus prisé du festival maintenant on peut le dire, hein, avec des je queues pense, de oui. grands malades, à Ouais, tel point qu'ils ont rationné les ventes. Oui. C'est-à-dire qu'ils avaient tant d'exemplaires par jour à Par telle jour figurine à vendre. pour certaines exclus, ils avaient tant par jour. Et Ouais. mais bon, il y a des choses qui sont parties. Bon bah après ils avaient plus rien du week-end, donc si on venait pas le jeudi, on n'avait rien. Mais C'était ça, c'est vraiment la japonaise, ça. Ouais. Rationner Ouais. par jour. ouais. Bah, en même temps c'est bien parce que je pense qu'ils ont raison dans le sens où il y a beaucoup de gens qui viennent, qui par choix ou par obligation, qui peuvent venir que le week-end. Tout le monde peut pas poser des jours dans la semaine, tout le monde peut pas être là dans la Oui. semaine. Il y a des gens qui travaillent, il y en a qui ont des études ou autres, qui doivent réviser. Et voilà, de dire que voilà, t'as autant de chances de la voir quel que soit le jour où tu viens, ça reste correct. Je pense que ça va dans le sens. Effectivement, tous les gens ont toujours gueulé en disant ah mais moi je suis arrivé dès le premier jour, dès la première minute, il y avait déjà la queue. J'ai fait la queue, mais bon, le rationnement arrivé à moi, il y avait déjà plus rien. Mais bon, j'ai fait la queue depuis tant. Effectivement, t'auras toujours ce débat-là. Maintenant, voilà, après, faut toujours essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. De toute façon, chaque année, très clairement, Good Smile n'a jamais les stocks suffisants par rapport à la demande. Chaque année, ils les augmentent. Chaque année, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas de limite. Ils ne vont pas venir avec 300 000 figurines. Il faudrait qu'ils viennent quasiment avec une prod spéciale Europe, rien que pour. En même temps, faut dire, ils vendent à des prix. Ah oui, défiant toute concurrence. Voilà, c'est limite le prix d'achat des revendeurs en France. Hein, donc bon, c'est vrai que ça reste compliqué. Voire même moins cher, mais. Forcément. J'en connais un qui ne veut pas Oui, s'exprimer. non, là, je crois qu'il va pas s'exprimer, si tu Il veux. est muet. Non, effectivement. Je crois que c'est préférable. Je pense qu'on a fait le tour des stands principaux globalement. Tout ce qui va être un peu stand d'animation et d'exposition, donc où il n'y a pas réellement de vente, on aura l'occasion de revenir sur la troisième partie. Par contre, après, on a encore quelques petits stands sympathiques de vente à voir, comme par exemple le fameux stand de katana et de sabre qui fait tant couler d'encre sur Internet, qui cette année, c'était quand même démultiplié. Moi, j'en ai dénombré 3. Oui, ils étaient 3 à des endroits totalement différents en fait. Ce qui était bien, on avait l'impression que c'était pas la même, parce qu'il y a je crois qu'il y a un endroit où ils ont pas mis exactement la même bannière, où ils ont pas mis de bannière du tout. Il y a au moins sur 2 stands où c'était exactement la même. Ouais, il y a 2 stands où c'était exactement la même bannière, mais le troisième, ils ont pas mis du tout la bannière, mais ils vendaient exactement les mêmes produits au même prix. Les katanas, 15 €. Voilà. Et puis ils avaient fait une promo sur la fin du salon, je crois le dimanche, ils faisaient un katana 15 €, 2 20 €. Allez-y, moins cher, c'est gratuit. Et cette année, c'était bien c'est que Japan Expo a un peu imposé des règles en termes de sécurité. Oui. Ce qu'ils ont toujours essayé de faire plus ou moins, mais là, je pense qu'ils ont eu quelques soucis et qu'ils ont fait régler le problème un peu plus durement. C'est que voilà, déjà il y avait impression d'affiches en disant que voilà, c'était des armes et qu'on n'avait pas le droit de les sortir dedans. Et ils ont imposé aux vendeurs la mise en boîte de tous les katanas, de toutes les armes, et avec l'interdiction de les sortir durant le festival sous peine d'exclusion. Et l'affiche était sur chaque boîte vendue, l'affiche était scotchée. Ah, ils ont bien joué le jeu. Ouais. Et aussi, je sais que je sais plus si c'était sur tous les stands, mais il y en a un, c'est sûr, il demandait en fait pour tout acheteur une carte d'identité.
Donc il fallait être majeur. Donc ils ont vraiment joué le jeu. Donc ça là, on peut pas des jeunes de se les faire acheter par leurs parents. Ouais, par leurs parents ou par quelqu'un d'autre, voilà. Bon, au moins le stand a joué le jeu. Et ça a toujours aussi bien fonctionné. Hein. Ah, c'est un grand succès. C'est un succès phénoménal. Ouais, c'est juste incroyable qu'on puisse toujours vendre ce type d'armes sur des salons familiaux, puisque non, c'en est un. Hein. Ouais, mais enfin en même temps, voilà, sans rentrer dans le débat de ce que c'est intrinsèquement, de la qualité de ce que c'est et d'où c'est produit, le katana, ça reste dans l'imaginaire quelque chose d'assez fort lié à la culture japonaise, à la culture traditionnelle japonaise, même à la culture moderne, puisque le manga, l'animation reprend énormément tous ces codes féodaux, féodales qu'on peut avoir. Bon, voilà. Je suis pas le dernier à dire ce que ça représente vis-à-vis du Japon. C'est une image concrète, mais le problème, c'est que c'est pas l'endroit. Ouais, mais bon, c'est pareil. Si c'est pas l'endroit d'avoir ça, c'est pas l'endroit d'exposer des armures de samouraïs. Non, mais je veux dire, c'est pas l'endroit pour ce type de vente à des gens aussi jeunes, même s'il y a ça a été modifié. Dans les faits, aujourd'hui, ils ont interdiction de les vendre à des mineurs. Oui, mais il y a toujours un moyen de contourner le problème. Je veux dire, ça s'est vu. Je l'ai vu physiquement. Non, donc, voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'on sait qu'il y a des mineurs qui l'ont eu, alors qui ont truché les ont achetés par leurs parents, par des amis, par tout ce que tu veux. Après, tu peux pas, je veux dire, tout peut pas être réglé. Maintenant, est-ce que ça fait partie de la culture? Est-ce que ça fait partie des choses que Japan Expo a aussi envie de montrer? Ça fait partie des choses qui existent dedans. En plus, honnêtement, c'est sans doute un des produits culturels qui est le plus prisé dessus. Oui. Les gens, à mon avis, je veux dire, moi j'en prendrais pas, j'en aurais pas l'utilité. La plupart des gens n'ont pas l'utilité, mais le katana, ça représente tellement. Mais il y a un truc qui a été appliqué par un stand japonais qui vendait des sabres. J'ai trouvé la technique super intéressante. Je ne l'ai pas vu cette année malheureusement. C'était, tu achètes un sabre, donc c'était de qualité japonaise ce coup-ci. Voilà, le mec venait d'Akiba, de beaux sabres d'expo. Tu prenais le ticket, mais tu repartais pas avec le sabre. Si tu l'envoyais ? Non. Tu ne le reprenais qu'au moment où tu partais de Japan Expo. Tu repassais au stand et là, il te donnait ton sabre. Ouais, enfin, en même temps, il suffit de revenir 1 heure après, de dire je pars et de les garder dans la main. Hein. Oui, mais quelque part, il proposait un service qui était de le conserver pour pas se balader avec, pour pas se prendre la tête. Ah non, mais certes, maintenant, mais voilà. Oui, mais des fois, ça peut jouer aussi. Ouais. Peut-être qu'un jour, les mecs qui font ça le feront. En même temps, je dis ça, mais vu la quantité industrielle. Non, ils veulent dépoter, ils veulent pas le garder. Hein, ils veulent au prix où ils les vendent en même temps, voilà, c'est pas de la qualité. Voilà, c'est de l'alu au mieux. Oui, au mieux, oui. Bon, mais voilà. Après, je pense que ça fait partie des choses qui sont devenues presque incontournables, qui font tellement plaisir aux gens finalement que bon. Et puis on n'a pas d'accident. Tant qu'on n'a pas d'accident. Vu le volume de vente, effectivement. Je vais pas dire qu'il faut attendre l'accident pour dire qu'on va faire quelque chose, mais ça fait partie des. Moi, je me sens totalement en sécurité dans le RER quand on rentre. Hein. C'est le RER le plus armé de France à ce moment-là. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y a des mecs, ils ont des armes à la ceinture. Ouais. Hein, et puis on refait les batailles de Bleach, c'est ouf. Voilà. Enfin, il y a beaucoup qui doivent avoir des soucis avec la police. Non mais toi, tu te mets sur le quai. Toi, tu te mets sur le quai, tu sors ton Opinel pour te curer les ongles. On va te faire la misère, les mecs ils arrivent là-bas, on va pas aller les voir, ils ont l'air dangereux quand même. Hein. Il y a 6 rames de mecs armés quand même. C'est des malades. Voilà. C'est des malades. Une pensée émue pour les policiers à Gare du Nord. Hein. Voilà. Les mecs qui sont partis au cours. Non, on va. C'est l'insurrection. Non, généralement il y a pas mal de saisies quand même à Gare du Nord. Abattez-les. C'est toujours le problème. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, on avait comme d'habitude le stand de la Maison de la Culture du Japon qui vient à vendre beaucoup de produits directement du Japon, artbook, CD, Blu-ray, quelques mangas, des goods, et voilà. des Blu-ray. Et des Blu-ray, voilà. Des Blu-ray à prix importation japonaise. T'as compris qu'il a des Blu-ray? Non, parce qu'ils les ont aussi à Poké Branly, hein, donc pour ça. Voilà. Oui, ils revendent que les produits qu'ils vendent dans la boutique de la Maison de la Culture. On avait aussi dans les stands marquants le stand de J1 qui annonçait donc la nouvelle chaîne du câble et du satellite, donc lancée logiquement par les mecs qui gèrent Game One et qui est censé donc MTV. Oui, tout à fait, le groupe MTV, absolument, le groupe qui possède MTV. Donc, il va être une chaîne sur la culture japonaise moderne. On ne sait pas trop exactement tout ce qu'il va y avoir dedans. On sait qu'il va y avoir de l'animation, a priori en partenariat avec Genzai pour diffuser du Naruto, notamment. Et du Hunter x Hunter. Voilà, bon, c'est a priori les simulcasts de Genzai qui vont être diffusés sur la chaîne. Voilà, donc on avait l'annonce de l'arrivée imminente de la chaîne qui sera diffusée malheureusement uniquement sur CanalSat et Numéricable. En exclusivité. Donc voilà.
Ça va limiter la diffusion à pas mal de gens. Ouais. Ça va limiter l'accès, c'est évident, sachant que la plupart des gens maintenant ont tous des box qui peuvent regarder dessus. Qui peuvent regarder, si c'est pas sur les box, c'est vrai que c'est un peu... Il y a des avantages financiers à faire ça. Hein. Ouais. Sachant que la plupart des canaux de diffusion, c'est CanalSat qui permet de les ouvrir, ils ont un certain coût. L'exclusivité, ça leur permet de réduire les coûts. Donc, voilà. Donc tant qu'ils sont engagés, ils sont engagés. Voilà donc pour les stands. Est-ce que vous aviez autre chose qui vous venait à l'esprit sur les stands de vente, stands d'éditeurs? Stand d'éditeur, là comme ça, non. Qu'est-ce qu'on avait Delcourt, non, Soleil, tout ça. Non. Il me semble qu'on les a tous faits. Il n'y a pas de. On est exhaustif. Oui. Parler peut-être les stands amateurs. Ouais. Malheureusement, ont eu une belle baisse cette année, je trouve. Mais bon, c'est normal puisqu'il y a pas mal de. Moi, je les ai trouvés bien placés. Hein. Non, mais je veux dire baisse. Je veux dire, on va peut-être méchant en qualité de ce qui était représenté sur les stands. À part Dara avec son Moonlight. Ou Rexon, réellement il y a aussi la plupart justement des amateurs qui sont passés en jeunes créateurs à cause de la limite de prix aussi qui leur a imposé sur leur... En même temps c'est un peu logique, hein. Vu le prix qu'ils font payer aux stands amateurs, faut pas espérer que les mecs ils les autorisent à vendre des produits 30 €. Hein. C'est clair. Faut peut-être pas déconner. Hein. Je veux dire que moi, tous ceux que je suis, malheureusement, ils sont quasiment tous maintenant côté jeunes créateurs. Malheureusement, c'est bien, ils sont toujours présents. Tant qu'ils sont présents. Oui, puis ça prouve qu'ils évoluent. Exactement. Non, mais voilà, en même temps, ça prouve aussi qu'il y a un vrai système commercial derrière. Alors, pas dans l'idée péjorative de la chose, hein, mais c'est que voilà, s'ils peuvent payer un stand côté jeunes créateurs qui est nettement plus cher, c'est qu'ils font assez d'argent pour le faire. Ouais. Donc, on va pas les plaindre. Hein. Ah non, on va pas les plaindre, mais. On va donc en terminer sur les stands. On passera aux animations expositions après l'interview de Keito Kume qu'on a eu l'occasion d'avoir avec Ototo. Et donc on va vous diffuser là. On vous retrouve juste après. Bonjour Monsieur Kume, merci de nous avoir accordé cette interview pour MangaCast. Pour la première question, on voudrait savoir comment vous êtes devenu mangaka. ですね。直接のきっかけは。大学にいるときに漫画を描くサークル、漫画家研究部っていうサークルに所属してまして、で夢の一つではあったんですけども、基本的に普通に就職するつもりで、就職活動しておりまして、ただその僕が卒業するときに、日本ではちょうど就職氷河期っていうものがあって、全然就職できない人が多かったんですね。で、僕もちょっと失敗して、じゃあ絵で食べようっていうふうに決心がついたきっかけにはなっています。Alors concernant mon parcours professionnel, je suis devenu professionnel par le truchement de ma participation au club manga lorsque j'étais en université. Ce club de manga avait de bons dessinateurs dedans, j'en faisais partie. Et lorsque j'étais à l'université, j'ai passé des concours pour être agent territorial, ce qu'on dit en japonais komuin, agent de l'État, travailleur public. Et il se trouve que j'ai raté les examens, je n'ai pas réussi à être dans cette branche-là. Alors évidemment, faut bien manger après ça. Donc c'est suite à ça qu'il s'est tourné vers le monde du manga et du coup est devenu dessinateur. D'accord. En tant qu'amateur de manga, en tant qu'artiste, quelle est l'œuvre qui vous a le plus marqué? 影響を受けた作品は、浅利義人先生の、宇宙家族カール・ビンソンとか、クランプ先生の、マジックナイト・レイヤースとか、あと椎名隆先生のゴーストスイーパー三上ですね。で子供の頃読んですごく影響を受けたとその藤子不二雄先生の、ドラえもんだとか怪物くんだとか、あとは、ブラックジャックとか手塚治虫先生のブラックジャックとかも好きでしたね。Alors, il y a un certain nombre de noms donc, qui sont revenus pour ces inspirations. Yoshito Asari, Uchu Kazoku Carl Vinson. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas été traduit en France. Après, il y avait Clamp sur Magic Knight Rayers. Après, il y avait Ghost Sweeper Mikami de Shina Takashi. Doraemon de Fujiko Fujio. Et donc, en dernier, il avait cité... Blackjack d'Osamu Tezuka. Blackjack d'Osamu Tezuka, bien entendu. Voilà ses sources d'inspiration. D'accord. Avez-vous le même mode de création de vos titres entre deux mangas aussi différents que Spice and Wolf et Kafun Shoujo?
全く違いますね。花粉症状は18禁、大人しか読めないアダルトな作品なんですけども、僕がそういう作品を書くときっていうのは、なんでしょうね、熱情に任せてドワッと作業しちゃうんですね。であと花粉症状はオリジナルの作品です。完全に原作者なしの僕のオリジナルなので、完全にパッションをバッてぶつけて、あれは4日ぐらいで書いちゃってますのでで狼と香辛料は準備に半年ぐらいかけて、で原作者さんとディスカッションしたりとか、原作を読み込んでじっくりゆっくり作ってます。そういう違いがあります。Pour ce qui concerne donc Kafun Shoujo et Spice and Wolf, le processus est extrêmement différent parce que ce ne sont pas du tout des mêmes œuvres. Déjà, Kafun Shoujo, c'est quelque chose que j'ai fait de manière très libre puisque c'est une œuvre originale. Donc là-dessus, j'ai pu y aller vraiment plein pot, sans avoir aucune retenue, sans être coincé dans le fait qu'il fallait respecter une œuvre originale ou quelque chose comme ça. Et donc, ça va très très vite et on y met vraiment un fond de ce qu'on fait. Pour Spice and Wolf, par contre, il arrive de passer une demi-journée avec l'auteur ou des gens comme ça pour discuter avant de commencer à faire quelque chose. D'accord. Quel genre de manga que vous n'avez pas encore exploré souhaiteriez-vous essayer? なんか SF を描きたいのと、あと少女漫画を描きたいですね。Il y a pas mal de genres que j'ai pas essayé effectivement et que j'aimerais essayer. On va dire dans la SF ou dans shoujo manga. Ah ouais, c'est original. Spice and Wolf est une série de romans à l'origine. Est-ce que vous les avez lus? Et si oui, est-ce que ça vous a donné une idée de l'univers que vous alliez dessiner? そうですね。知人とかがすごい読んでて、僕も興味があったので少し読んでました。Alors, c'est quelque chose que d'autres personnes m'avaient présenté et donc oui, ça m'a incité à le lire. Est-ce que cela a aidé le sensei pour l'univers qu'il allait dessiner? そうですね。大体本を読むときって映像を浮かべて読むので、それは直接役に立ってると思います。Oui, effectivement, pour créer quelque chose d'une œuvre qui existe déjà, le fait de l'avoir lu auparavant est effectivement très utile pour pouvoir se représenter ce qu'on va faire ensuite. Comment trouvez-vous le public français que vous avez eu l'occasion de rencontrer à Japan Expo? 日本のファンに結構近いなと思いました。シャイな人が多いのと、あとすごい喜んでくれて。非常に嬉しかったです。Il a trouvé les fans français quelque peu timides, ma foi. Et donc, il est quand même heureux de voir le nombre et la passion qui ressort de tout ce public ici aujourd'hui. D'accord. Juste une précision, s'il dit que les fans français sont timides, c'est parce qu'il a eu l'occasion d'aller à Taïwan, et à Taïwan, ils sont un peu rentre-dedans en comparaison. D'accord. Et pour finir, un petit mot à destination de tous vos fans français qui vont nous écouter. 小梅ケイトと申します。狼と香辛料の、漫画版も、もちろんよろしくお願いしますが、元の小説も知る機会があったらよろしくお願いします。Je remercie tous les fans français et je les encourage à lire mon œuvre, donc la translation en manga de Spice and Wolf, à défaut d'avoir pu lire le light novel. D'accord. Maître Keito Kume, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On vous souhaite beaucoup de réussite dans votre titre en cours de publication et dans vos futurs titres. ありがとうございます。こちらもフランスの方々の幸せを祈ります。Merci à vous et remercie également le public français. Voilà, donc après cette deuxième interview, on va passer à la troisième et dernière partie de l'émission du dossier sur Japan Expo 2013, sur la 14e édition, le 14e impact de Japan Expo.
En parlant des animations et des expositions, on va commencer avec une petite exposition qui était prévue, qui a été un peu annoncée en grande pompe, mais qui était un peu limitée. C'était l'exposition des 50 ans du studio Tatsunoko, dont on va nous parler à Trace. Oui, justement, hein, donc, ils en font l'annonce, et ils relèguent le truc dans le coin. Et surtout, il n'y avait personne sur le stand. C'était juste ouvert. On avait une frise chronologique de tout ce qu'a fait la Tatsunoko, présentation de certaines des réalisations, et ça s'est limité à ça. Ça me fait penser au stand Lupin qui avait l'année dernière. Voilà, c'est exactement la même chose. Il y a toujours un joli petit stand, parce que c'est joli. Voilà, c'est des belles impressions qui font très joli. Texte, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait personne sur le stand. C'est qu'en fin de journée, ça devenait le coin repos pour tout le monde. Ouais, les gens s'essayaient n'importe où. Ouais. Ça devait plus une expo. Et le problème, c'est que la Tatsunoko, ça parle absolument à personne. Ouais. C'est ça le problème. C'est bien d'avoir voulu faire quelque chose pour les 50 ans, mais... en plus, justement... Il y avait une petite diffusion de générique. Voilà, il y avait ça. Et en plus, le truc bizarre, c'est que samedi, par exemple, on avait diffusion d'un épisode de Gatchaman, l'annonce de Gatchaman Crows. Oui, c'est pas ça, ils auraient pu s'abstenir du Crows. Voilà. Mais bon, on est tous d'accord, mais bon... Et surtout, c'est pourquoi ils n'ont pas fait sur le stand, plutôt que pourquoi ils l'ont fait dans la salle de projection, du coup. Sur le stand, ça aurait été peut-être plus logique, je pense. Ma foi. On avait aussi, on en a parlé, ça avait dû être un de mes coups de cœur dans un Omake précédent, le Omake 6 ou le 5, je ne me souviens plus. C'est le 6. Sur donc, le fait que cette année, donc, on fêtait les 10 ans de l'animé One Piece en France, que la Toei Animation, la division Europe, pouvait pas passer à côté de ça, et donc elle a mis en place un énorme stand avec divers îlots thématiques, avec un îlot de vente de manga, donc évidemment tous les titres de Glénat, Anime Comics et le manga proprement parlé. On avait un gros stand de vente de goodies où on pouvait trouver des t-shirts, des jeux, des magnettes, des peluches, un peu tout, n'importe quoi, même des t-shirts assez inédits, toutes les productions Abyss Style qui sortaient à l'occasion. Une jolie exposition de figurines de la licence avec des mises en scène de certaines qui étaient très jolies. Oui, il y avait la Shirahoshi. Ouais, la Shirahoshi Mega House qui était très belle. Dans son lit. Ouais. Et franchement, le décor était classe. Ouais, c'est pareil, il y avait aussi la mise en scène de Luffy et de Z dans la scène de bataille finale du dans film. Le volcan. Ouais, qui était très bien. Et a priori, de ce que j'ai cru voir, les auteurs de ces dioramas, c'est des Français. Ouais. Bravo. Ils ont fait du très beau boulot. Notamment celle de Shirahoshi, c'est un Français. Ouais. C'est très très joli. Très joli ce qu'ils ont fait. Bravo les gars. Ouais, c'est un très beau boulot. Donc c'est une bonne idée d'avoir fait ça. On avait donc un stand qui était totalement thématisé, sur le monde des hommes poissons. Et localement, les vendeurs avaient des t-shirts de la marque One Piece, qui était Criminal, qui est la marque phare. Quand on lit One Piece, on sait que c'est un truc super important dedans. Effectivement, ils avaient la bonne idée de thématiser ça, sans mettre en gros marqué One Piece, mais justement avec ces petites apparitions de thématiques et de graphismes très propres au titre. Et on avait donc cette année aussi des reproductions grandeur nature des personnages qu'on a pris en photo d'ailleurs, Luffy, Ace notamment. Ouais, et puis il y avait aussi, on pouvait se prendre en photo avec le requin de Shirahoshi. Oui. On pouvait se mettre la tête dans sa gueule. Se mettre la tête dans sa gueule, ouais. Ouais, pas mal ça. Et il y avait une partie jeux vidéo, puisque Bandai Namco était venu avec le prochain, c'est Pirate Warrior 2, voilà, à sortir sur PS3. Oui, qui sort en plus qu'au mois d'août. Fin août, voilà. Voilà, on avait aussi en expo, ils en ont beaucoup parlé, et au final c'était un peu décevant, c'était l'exposition Japanese Gravure Idol. Voilà, ils en ont pas mal parlé, même sur le plan c'était indiqué, il y avait vraiment l'icône de le graphisme qu'ils avaient prévu pour l'expo. On s'attendait à avoir des belles expositions des plus belles, des photos les plus réussies, en l'occurrence c'est des pin-up en maillot de bain qui sont publiés dans le Young Jump, qui est quand même un magazine de prépublication mensuelle de manga, mensuel ou hebdo d'ailleurs. C'est mensuel de souvenir. C'est mensuel. Le Young, c'est mensuel. Voilà, où des titres comme Gantz ont été diffusés, ont été publiés. Et donc il y a cette particularité d'avoir toujours dans chaque numéro une gravure idol, une jolie jeune fille qui publie en photo dedans, un peu à l'image de ce qu'on peut trouver dans des Playboy. Bon, plus soft. Plus soft, ouais. Oui, le truc gentil, quoi, le truc à la plage. Bon, on s'attendait donc en l'occurrence à avoir des photos de grand format, mais en fait c'était plutôt, on avait plutôt des agrégations de petites photos sur des portes. En fait, j'ai l'impression qu'ils avaient presque découpé des magazines, en fait, certains. Non, c'est des trucs imprimés parce qu'il y avait du texte à côté. Non, c'est toujours les trucs qu'ils font de Japan Expo, mais ce qui est dommage, c'est en fait, au lieu de faire une vraie exposition de portraits,
Des grands formats. Voilà, absolument des grands formats. On avait, ils avaient collé, ils avaient agrégé plusieurs photos marquantes sur des grands tableaux. C'était un peu, c'était dommage parce qu'on s'attendait à mieux. Il y avait des jolies petites vitrines avec des books où ils avaient publié des recueils de photos. Il y a plusieurs trucs comme ça. C'était une expo assez limitée. On va passer à un stand qui a fait à mort triper Blackjack, puisque cette année, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où, mais cette année, il y avait un stand d'exposition et de vente dédié au live action Garo. Et là, on ne sait pas pourquoi. Non, c'était assez surprenant. J'ai eu l'impression que il y avait une volonté du producteur japonais de vouloir vendre la série en France. Alors pourquoi, je ne sais pas, parce que le live action en France... Voilà, tout le monde rigole dessus, ça n'intéresse personne. Surtout à qui le vendre, parce que le Makasenki en plus... Ouais, c'est quand même en plus une série qui était diffusée en semaine, je crois que c'était le jeudi soir ou le mercredi soir. Oui, ce soir ou matin, ça dépend comment on se place. Comment on se place, parce que c'était à plus de minuit, donc c'était clairement destiné au Japon à un public adulte. Par les thématiques, c'était quand même assez sombre, certaines histoires. Il y avait du contenu adulte. Aussi, oui, exactement, oui. Mais c'était assez étonnant. Donc il y avait quand même pas mal de com dessus. Il y avait des sacs qui étaient distribués gratuitement. Les gens se ruaient dessus, mais ne savaient pas du tout ce que c'était. On pouvait aussi. Il y a eu 2 séances de. Enfin, ma connaissance 2, je sais pas pour le. Non, c'était tous les jours à 11h si tu parles de l'armure Garo. L'armure Garo, oui. Tous les jours, il y avait donc une séance photo où on pouvait on pouvait prendre des photos de l'armure Garo. Et le dimanche, annoncé mais à l'arrache le samedi soir, par un tableau Velleda. il y avait une séance de dédicace, il y avait une séance de photos avec un des acteurs, Rei Fujita, qui est franco-japonais. Donc, mais il était venu pour promouvoir la série, puisqu'il avait fait aussi une conférence et il y avait eu 2 épisodes qui ont été diffusés. Donc moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien pensé. Pour vendre la série, autant le vendre avec un acteur qui parle français. Donc c'était plutôt sympa. Il a été très sympa sur la séance de photos. Il a même été un peu plus loin. Il a même fait des dédicaces pour certains et certaines. Donc vraiment, non, c'était plus. J'ai trouvé ça intéressant, un peu surprenant, parce que c'est pas. Qu'est-ce que ça veut faire là ? Ouais, c'est un peu ça, oui. Alors est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être par exemple diffusé sur J1 ? Pourquoi pas. Mais c'est surtout que le stand n'était pas loin l'un de l'autre. Donc, mais bon, ça n'a peut-être rien à voir. Je ferai pas de lien entre les deux. Moi non plus, mais on sait jamais. Hein. L'espoir fait vivre. Donc, l'invité d'honneur de cette édition, c'était Tetsuhara. On a évidemment vu une expo, comme à chaque invité d'honneur. En l'occurrence, c'était une belle expo. Oui, cette année, l'expo de Tetsuhara était super impressionnante parce que il y avait de très beaux dessins sur les murs. Elle était grande. Elle très grande. Il y avait vraiment de la surface avec vraiment toutes ses œuvres, enfin tout ce qui était le plus marquant. Même les œuvres certaines qu'on connaît pas. Oui, complètement. Alors moi j'ai découvert des trucs. Ah là, putain, il a fait ça. Et puis il y avait aussi, il y avait pas que du manga. Il y avait aussi des affiches entre guillemets publicitaires, des projets. Et c'était super complet. Il y avait les textes qui allaient bien avec. Ça t'expliquait. Tu pouvais te balader. C'était pas oppressant. Vraiment, il y avait de la place. Et puis bon, le truc qui a super marqué l'ensemble de la collection, c'est le Rao sur son coco, quoi. Putain, le cheval. Ils ont même été jusqu'à pousser trop le détail quelque part. Oui, on a vu certains tweets d'ailleurs. Il ne fallait pas. Mais bon, voilà. Mais sinon, on doit avouer quand même que l'expo était super bien foutue et puis c'était fait de façon sérieuse. Voilà, moi je pense que là pour le coup c'était une vraie réussite pour l'invité et pour les gens qui étaient curieux. C'est sympa d'ailleurs de voir que le Rao était au milieu de l'expo. Il était au milieu de l'expo. Pour y accéder, on pouvait le voir de l'extérieur, mais pour y accéder, il fallait donc passer l'expo, arriver au milieu, on l'avait et c'était impressionnant. C'était impressionnant. On a presque l'impression qu'ils ont fait une taille 1-1 quoi. Petit détail. Il y avait aussi un truc petit détail. J'ai trouvé ça aussi très très cool. C'est quand tu sortais à l'extérieur du stand, en fait, il y avait les 7 cicatrices, en fait, les 7 étoiles qui étaient en luminescence dans le mur. Et je fais, ah ouais, ça c'est classe aussi. Donc non, bien joué là pour l'expo, c'était bien foutu. On va un peu terminer avec autre chose, une animation qui t'a marqué. Ah oui, alors celle-là, elle était juste immense. Alors c'est dans mon stand What the fuck, c'était là, en fait, c'était
C'était un stand qui te donnait la chance ou pas de pratiquer la gymnastique ninja. C'est-à-dire qu'en fait, tu faisais de l'aérobic, mais ninja. Et toutes les hôtesses étaient vraiment magnifiques. J'ai d'autres mots, mais bon, c'était super attrayante. On sentait qu'elle respirait la forme. Et surtout, il n'y en avait pas que pour les mecs. Il n'y en avait pas que pour les mecs, parce qu'il y avait aussi des beaux gosses. Et venez passer un essai avec nous, venez danser la danse des ninjas. L'autre, t'as rien qu'à la regarder, j'étais fatigué. Donc, t'as fait ton sport rien qu'en la regardant. Mais je sais pas si c'était à cause de la chaleur ou par rapport à ça. Ouais, on va dire que c'était la chaleur. Voilà, c'était la chaleur ambiante. Mais c'était vraiment, voilà. C'était le stand un peu bizarre. Il y en avait d'autres, mais celui-là était vraiment. Très bizarre. Ouais. Et puis les couleurs roses et tout ça, c'était joli. Ah, on n'a pas tout dit sur ce qu'il y avait à Japan Expo, parce qu'on sait qu'à Japan Expo il y a aussi tous les stands de sport, judo, baseball, etc. Les stands de voitures japonaises, les stands d'activités, alligator, les stands de quiz, etc., etc. On avait aussi évidemment toute la partie jeux vidéo avec un gros stand Nintendo. Effectivement, bon bah là on a déjà passé l'heure 45 d'émission. Donc on va pas pouvoir s'attarder à tout. On a fait un peu l'essentiel de ce qu'on voulait faire. On pensait faire en termes de temps un peu moins. On fait beaucoup là. Mais donc du coup, on va essayer de passer à la conclusion et donc savoir un peu un tour de table ce que les uns et les autres ont pensé de cette Japan Expo 14e édition à Thrace. Du monde, beaucoup de monde. Mais pourtant, très bonne émission. Parce que bon, pour un vieux comme moi, je suis très content des invités. Je suis content d'être des invités aussi qui n'étaient pas trop prévus. Parce que bon, mon muscleman, je l'aime bien. Voilà, donc j'en sors très content. Malgré le retour de dimanche. Épique le retour de dimanche. 2 heures pour faire 30 km. Qui dit mieux? Très bien, Kobito. Moi, point positif de cette année à Japan Expo, ça a été le nouvel agencement des stands. Parce que ça a été vu, je l'ai ressenti, je veux dire, ça a été très bien pensé, ou mieux pensé. Si c'était pas parfait, c'était mieux. Le gros regret, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand il y a un événement qui se passe, ou que ce soit dans le salon, Comic-Con, Japan Expo, on s'en fout, c'est pas le problème, genre une conférence, il n'y a pas d'annonce micro, bon sang. Ça manque d'annonce sonore. Putain, mais une annonce sonore, ça coûte rien. Vous prenez même 4 pélos avec des mégaphones, vous leur donnez des micros, des talkies pour qu'ils fassent les annonces. Aucun coin si vous n'avez pas de système sonore implanté. Si, il y a un système sonore vu qu'il a été utilisé dimanche soir. Oui, pour dire rentrez chez vous. Non, il a été utilisé dimanche soir pour faire justement un appel parce qu'il n'y a pas un enfant perdu. Donc il marche bien en plus, c'est ça le problème. Donc voilà, je veux dire, on a la preuve, on peut faire des annonces. Il faut juste quelqu'un qui soit mis à contribution pour dire à telle heure il y a ça et pas au moment où c'est en cours. C'est 10 minutes, 15 minutes avant, même quitte à le rabâcher. Mais pour les trucs importants, et après si on a un peu de temps sur les trucs secondaires, mais bon sang, des annonces pour que les gens ne soient pas arriver à la fin du salon dire ah merde, je l'ai pas vu ça, c'était où? Voilà, c'est ça qui revient sans arrêt et c'est chiant. Voilà, ça c'est. Mais c'était bien. Mais c'était bien. Bah, de toute façon, chaque année il y a des gens qui disent ah je reviendrai pas et puis ah bah, t'es encore là, pourquoi t'es revenu? Ouais mais c'est de la merde, je reviens quand même. Ah bon d'accord, mais t'es un peu maso toi en fait. C'est ça. Moi je gueule, mais j'essaye de gueuler pour dire qu'il y a des choses à modifier. On peut toujours s'améliorer. Ouais, toujours. Tout le monde peut le faire. Donc, mais là, l'année prochaine, oui, je reviendrai. Je gueulerai peut-être encore, mais pour de bonnes raisons. Mais il y aura peut-être des améliorations encore. Non, mais voilà. Kobito qui gueule pas, ça serait pas Kobito. Oui, ça serait pas ça. Pas lui. Vous allez tous mourir. Très bien. Blackjack. Dans un coin. Ouais, plutôt bon salon aussi pour moi. Grosse surprise avec le stand Garo qui venait de nulle part. Qui reviendra sans doute jamais. Donc voilà, c'était assez sympa. Heureusement, il y a toujours quelques événements un peu en marge des gros invités. Il y a quelques petits invités qui sont un peu plus faciles à approcher et pour lesquels on peut, si ça nous intéresse, avoir plus facilement des dédicaces ou leur parler, ce que je trouve quand même plutôt pas mal, puisque les gros invités, souvent, c'est très très compliqué pour avoir quelque chose. Au moins d'avoir la chance au tirage au sort, mais ça arrive pas tous les ans pour tout le monde. Moi, ça m'est arrivé une fois pour Ojo, je crois pas que ça m'arrivera tous les ans, donc... Non, pour moi, plutôt une bonne édition aussi. Donc, et l'agencement, mine de rien, le nouvel agencement, ça change vraiment la vie. Hein. Franchement, c'est très très important. Ça. Un peu plus d'espace, on circule vraiment beaucoup mieux que l'année dernière. Et je reviendrai aussi. I'll be back. Eh bien, on va terminer avec moi. Moi, comme d'habitude, toujours une excellente édition. Moi, je suis toujours impressionné par le monde qui vient.
par tout ce que ça draine en termes d'exposants, même en termes de visiteurs, en termes d'intérêt. C'est quand même l'événement qui provoque l'effervescence, qui provoque l'intérêt. Des semaines avant, on ne parle que de ça. Sur les réseaux sociaux, une semaine avant et pendant l'événement, on ne parle que de ça. Les gens qui y vont pas doivent être totalement traumatisés d'ailleurs de voir qu'il n'y a que ça qui passe. C'est vraiment l'événement annuel, c'est l'événement à pas rater. Il est grand, il est impressionnant. Les stands jouent toujours le jeu. Quand on voit ce qu'a fait Toei Animation, ce qu'ont fait les mecs de Garo, ce qu'on fait sur l'expo Tetsuhara, tout ce qu'il y a pu y avoir, tout ça c'est au niveau, tout ça c'est ça participe à faire d'un événement qui est quand même sans nul pareil. À côté de ça, on a d'autres événements qu'on va pas citer mais qui sont vraiment à des milieux de ce que ça peut être. Je le rappelle, les Japonais le disent, les mecs qui vivent au Japon le disent, les mecs qui travaillent avec les Japonais le disent, on n'est jamais aussi proche du Japon qu'avec Japan Expo en termes d'événements. Il n'y a pas d'événement qui est aussi proche de ce que peuvent faire les Japonais, de ce que peuvent produire les Japonais. On n'est pas dans une idée de kermesse, on est vraiment dans une idée d'un beau salon professionnel, salon commercial certes, mais un beau salon professionnel. Je pense qu'on a de la chance, on s'en rend pas forcément toujours compte. Mais voilà, donc on y sera l'année prochaine pour les 15 ans. Pour les 15 ans, ouais. Voilà, on espère même faire autre chose un petit peu avant, justement pour ces 15 ans, parce que Japan Expo ça a une belle histoire, ça a un beau background, et on espère pouvoir en parler avec ses créateurs, mais on verra ça prochainement. Voilà, donc il est temps de se quitter, puisque là on est quasiment à 2 heures d'émission. Merci d'être resté avec nous, longue émission, long débriefing sur Japan Expo 2013. On n'a pas tout vu, mais on a dit le principal. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre toute l'actualité, vous pouvez suivre toute l'actualité de MangaCast sur notre page Facebook, bien entendu, sur notre compte Twitter @mangacast.fr. On en profite pour remercier nos amis qui nous diffusent tout le temps, donc Bad Geek, Nihon no, Top Pod Radio et Asia is One. On remercie bien entendu tous nos amis de Manga Sanctuary pour leur soutien. La gestion de votre collection de manga et toute l'actualité du manga, c'est sur leur site qu'il faut aller, manga-sanctuary.com. N'oubliez pas, dans quelques jours, le MangaCast Omake numéro 7. Vous y trouverez toutes nos chroniques manga et animés, ainsi que nos coups de cœur et nos coups de gueule. On se quitte avec notre ending theme du jour, Tatakae Otaking, interprété par Koji Tsujiya. Donc c'est le générique de début de la vieille série d'OAV Otaku no Video de Gainax. Là on a fait un petit revival. Le mois d'août étant notre mois de relâche, et on se donne rendez-vous en septembre pour un nouvel épisode de MangaCast. Il n'y en aura pas le mois prochain. On souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui partent. Pour eux et pour les autres qui travaillent, tous ceux qui sont présents en juillet et en août, on prépare un omake hors série en août, histoire de vous détendre à la plage, dans les transports en commun ou tranquille à la maison. On vous kiffe, à bientôt. À bientôt. Salut. À bientôt, ciao. 闇にうごめく一つの神オタク、それはやめる現代に誕生した暗黒の象徴である。心ひそかに忍び寄り人の感性をわしづかむ、そのそばめからは誰も逃げられないのだ。働き子や一人ひた走る者、まだ見ぬ世界あるか希望を抱いて、信じる者はただ光る情熱、熱く燃えたぎるぜ、誰にも止められない心のビート。いつの日か巡り合う愛の真実、この世界の何もかも俺のもの、友情で結ばれた熱い絆よ、邪魔はさせない、我が道行くぜ、戦え戦え戦え戦え戦えオタキン。愛する人を捨てて駆け抜ける者、輝く未来信じ夢を託して、T シャツ濡らす汗男の勲章、涙止まらないぜ、ときめき忘れないぜ、心のリフレイ、流れゆく時を超え生まれ変わるさ、オタクと呼ばれる時がいつか来る。
道行くぜ戦え戦え戦え戦え戦えオタキ永遠に変わらない俺の信念振り向きはしないそれがオタク道人生の何もかも捨てちまったぜ目指すは世界 I'll be the greatest man 戦え戦え戦え戦え